Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 413 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler, petit récap, de la première journée de la Free Agency 2025. On va parler de tout ce qui s'est passé et aussi de ce qui s'est passé un peu avant. Un point sur la signature et sur les situations un peu financières aussi des équipes. Que peuvent-elles faire de plus désormais? Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Récapitulatif de la première soirée de la Free Agency 2025. Allons-y. On va parler un peu free flow sur plein de sujets. Il n'y a pas non plus une équipe qui ressort du lot, mais on va aborder un peu toutes les signatures, en tout cas le maximum possible. Podcast sans doute un peu plus sérieux que celui d'hier sur LeBron qui était très fun à faire. Et non, bon alors, parenthèse sérieuse tout de même. C'est vrai que le problème de LeBron, on ne sait pas s'il veut vraiment partir ou c'est juste de la pression qui est mise sur le front office encore une fois. Mais ça, j'ai déjà expliqué. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est qu'il le fait à un moment où le timing est pas top, quoi. Pour le coup, les seules équipes qui pourraient être intéressées, on te dit ça à 12 heures de la Free Agency ou à 24 heures, t'as pas le temps de te retourner, t'avais prévu d'autres choses, t'as déjà bossé sur des dossiers, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais bref, fermons cette parenthèse. Et donc, d'ailleurs, commençons par nos amis les Lakers, alors pas les Lakers directement, mais les Lakers ont laissé partir quelqu'un qui est parti chez les Houston Rockets. Donc, Dorian Finney-Smith, notre première signature du jour qu'on va aborder, et en fait, plus globalement, l'été et l'intersaison des Rockets, alors c'est pas fini, on est qu'au 1er juillet, mais c'est déjà une réussite assez incroyable. Le trade de Durant, on l'a dit, qui n'a pas coûté si cher que ça, aussi parce qu'il était qu'une seule année de contrat restant, donc on verra, mais je pense qu'une prolongation devrait tomber, ce serait un peu l'idée. Pendant ce temps également, ils ont également prolongé Jabari Smith sur un contrat prochain, et pour préciser, donc c'est du 24 millions l'année pour Jabari Smith, donc c'est pas si cher que ça, c'est d'ailleurs pas si cher que ça pour le nouveau cibier. Souvenez-vous qu'on a un nouveau contrat TV, donc la masse salariale et le nouveau cibier va continuer d'augmenter. Donc ça, c'est vrai que le 24 millions de dans 2-3 ans ne sera pas le même que celui d'aujourd'hui ou il y a 2-3 ans. Donc toujours mieux de parler en pourcentage du salary cap également. Et c'est vrai que c'est quand même un plutôt bon tarif pour quelqu'un qui, à mon avis, peut être autour des une bonne demi-heure de jeu par match dans cette équipe et qui n'aura pas de force de ballon de création. C'est pas sa force, la création. J'arrive plus à parler déjà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a cet apport de défense et de spacing et de off-ball. Donc ça, c'est quand même assez intéressant de le sécuriser à ce salaire-là. Et puis, je précise également que c'est une signature qu'on appelle anticipée. C'est-à-dire que Jabari Smith, premier tour 2022, donc contrat rookie 4 ans classiquement. Donc 22, 4 ans, ça fait 26. Donc il n'était pas encore en fin de contrat, mais au bout de la 3e année, on peut offrir une prolongation de contrat anticipée. C'est ce qu'ont fait les Rockets, comme ça ils le sécurisent dès maintenant. Donc aussi, au passage, avant une potentielle explosion peut-être. Donc c'est sécurisé dès maintenant, et donc le contrat prendra effet non pas l'an prochain, pour 2026, mais pour 2027. Donc je dis ça aussi, pourquoi ? Parce que c'est vrai que pour 2026, il n'y a pas les 24 millions en plus de Jabari Smith. Et donc, notamment, Durant, Jabari Smith, ils ont aussi, d'ailleurs on n'en a pas parlé encore, ils ont re-signé Fred VanVleet, qui avait non pas une player option, une team option, et finalement les Rockets ont refusé n'ont pas levé cette option, qui était assez chère, parce que on l'avait expliqué, mais c'était à l'époque où les Rockets voulaient reconstruire, donc il y avait un besoin de compétences qui était assez évident. Là, c'est l'été où ils ont signé VanVleet et Dillon Brooks, je crois, si je confonds pas les années, mais non, je crois pas. Donc VanVleet était venu, et c'était aussi très cher. Pourquoi ? Parce que t'avais personne d'autre sur le marché qui voulait venir à Houston. Il y avait aussi ce qu'on appelle un prix d'acquisition. Tu surpayes un peu, tu payes un peu plus, parce que à contrat égal, peut-être qu'il serait resté aux Raptors. Donc voilà, ou peut-être qu'il serait allé ailleurs. Donc tu mets un peu plus d'argent sur la table. En l'occurrence, ça s'est extrêmement bien passé, puisque tu n'as même pas à payer l'année 2026 à quasiment 45 millions pour VanVleet. Tu l'as refusé et tu le prolonges pour 50 millions, mais sur 2 ans. Donc là, il faut aussi, je pense, souligner le très bon travail des Rockets qui ont surpayé en donnant un gros contrat, mais finalement ils n'ont même pas à le payer jusqu'au bout, ce surpayage. Donc tu prolonges VanVleet, également du crédit à donner, je pense, à VanVleet, qui d'après ce que disent certains insiders, il n'y aurait pas eu tant que ça d'opportunités sur le marché, mais c'est vrai que mine de rien, accepter une baisse de salaire à ce point conséquente, c'est pas rien, donc tant mieux pour lui. Il reste chez les Rockets, ça fait aussi partie, je trouve, des très très bons coups
de nos amis de Houston, pardon, donc Durant, Jabari Smith, Van Vliet. On a aussi appris que Jason Tate et Jeff Green, alors c'est pas encore officiel, mais a priori devraient re-signer pour des contrats minimum chez les Rockets. Donc c'est quand même très cool ça aussi. C'est de la profondeur et c'est bon, Jeff Green c'est aussi le côté vétéran, etc. Mais voilà, Jason Tate, moi c'est quelqu'un que j'aime bien depuis pas mal de temps. Vous le savez si vous écoutez le basket là. Moi je pense qu'il aurait pu obtenir 7-8 millions sur le marché ailleurs. Là, en l'occurrence, il reste aux Rockets. En tout cas, c'est ce qui avait été annoncé. Donc ça aussi, c'est un petit plus, mais c'est pas mal. Jason Tate et Jeff Green. Et puis, donc, venons-en au fait. Je prends un peu chronologiquement, c'est pour ça. Mais donc, on a rajouté au niveau de la free agency Dorian Finney-Smith, premièrement, et également Clint Capella. Capella, pour le coup, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi ce move. Je comprends pas non plus côté Capella. Je dois dire pourquoi est-ce que Capella n'a pas profité un peu de... Alors Capella est moins bon, il est blessé depuis 2-3 ans, donc c'est un peu... C'est compliqué. Alors en plus paradoxalement il est pas si vieux que ça. Je crois qu'il a 31, 32. Attendez, il est draft 2014. Donc 2014 ça doit être... il doit avoir autour de 31, ouais, 32, 31, 32. Mais... Voilà, on a l'impression qu'il est un peu plus usé que son âge, mais non, même lui, j'aurais pensé qu'il aurait voulu aller ailleurs. Pourquoi pas à Boston où il y a de la place, où il y aurait eu de la place, pourquoi pas aux Lakers au minimum, ou pour pas beaucoup, et être un peu la menace de lob de Luka Doncic. Je pense qu'il y aurait eu d'autres opportunités. Finalement, non, il accepte d'être un peu le troisième pivot de cette rotation. Alors, ça compte parce que on a une équipe qui se repose beaucoup sur le rebond offensif. On a aussi une équipe qui ne possède pas ce profil-là de verticalité, donc de rôle agressif au panier. On a Steven Adams et Sengun en pivot. Donc ils vont être géniaux pour le jeu des possessions, le rebond offensif, etc. Mais pas forcément pour plonger au panier. Donc peut-être qu'il y a ça. Cela dit, ça me fait un peu cher, 7-8 millions pour Capella, je trouve, pour être le troisième big, d'autant plus qu'il n'y a pas totalement la place dans le cap. Donc va falloir un peu faire un sign and trade. Ça peut pas être une signature de free agency sèche. Les Rockets vont devoir faire un peu un sign and trade pour l'obtenir, et notamment ils ont abandonné, d'après ce que j'ai lu, un second tour de draft. Bon, ça fait quand même un peu cher payé pour un troisième big, mais à la limite, d'accord, passons là-dessus. Non, la vraie bonne signature, c'est Finney-Smith, qui vient totalement compléter ce projet. Finney-Smith, c'est sur 4 ans, je crois, la signature, à peu près au niveau de la mid-level exception, donc c'est-à-dire autour des 14-15 millions. Attendez, je l'ai ici, voilà. Donc 4 ans, 53 millions, ce qui nous fait du 13 millions et quelques l'année. On rappelle qu'il avait une player option, lui, à 15 millions, donc il re-signe pour moins qu'il aurait pu avoir avec son option, mais c'est sur plus d'années. Or, nous avons affaire à quelqu'un qui a dépassé la trentaine, donc il y a aussi, comme on l'explique à chaque fois, hein, ce raisonnement de bon, bah finalement, quand tu as une bonne option, il vaut mieux entrer sur la free agency le plus tôt possible à ce stade de sa carrière, et en fait, sécuriser le plus tôt possible un contrat à long terme, et plus t'es jeune, plus t'es bon, a priori, donc vaut mieux maintenant sécuriser les 4 ans, 13 millions, et donc au total 53 millions sur 4 ans, plutôt que de prendre l'option, et peut-être que l'été prochain, il aurait été sorti d'une saison moins bonne, ou en étant plus vieux, il n'aurait pas eu le même argent, etc. Donc voilà, on a quand même une très très belle signature qui fait que les Rockets ajoutent un nouveau 3&D, un nouvel ailier, et plus que 3&D, ce que j'aime bien aussi avec Finney-Smith, on l'a vu en playoff, c'est que c'est un profil, ça fait partie de ces profils d'ailier qui peuvent un peu monter en poste, entre guillemets, mais surtout occuper un peu des fonctions d'intérieur sur des line-up un peu petits, parce que par exemple voilà, c'est pas un 3&D à la KCP. KCP c'est un vrai 3&D ligne extérieure. Finney-Smith il t'apporte aussi cette flexibilité et comment dire, le avantage un peu structurel il peut aussi être déplacé sur les postes intérieurs, jouer small ball, et ça passe. Donc ça c'est intéressant. On a finalement une variété de line-up différents qui va être très grande côté Rockets, avec le jeu des possessions, avec Sengun, premièrement, avec le duo Sengun plus Adams qu'on a vu en fin de saison passée, c'est-à-dire bourrinage à l'intérieur, rebond offensif, voilà, vraiment le bully ball, quoi. Donc cette option, deuxième option. Troisième option, aussi du Capella. On verra comment est-ce qu'il est utilisé, en quelle forme il est, mais techniquement, c'est du rôle de pick and roll qui peut être très cool. Et puis il y a aussi l'option, donc, Finney-Smith et Kevin Durant pour des line-up un peu plus petits. Donc au-delà même de l'apport intrinsèque, on va dire, bah oui, il défend, il met des 3 points, il y a aussi cet avantage un peu structurel et la diversité des line-up que tu es capable d'avoir dès maintenant. Donc c'est-à-dire que tu vas faire une équipe qui peut être très polymorphe et qui peut totalement s'ajuster et jouer de manière différente en termes de line-up et en termes d'impact, etc., selon qui y a en face. Donc ça, c'est hyper intéressant.
Et de l'autre côté, c'est vrai que c'est un peu décevant. D'un côté Lakers, je dois dire, parce que tu perds un mec que je vois pas comment est-ce qu'ils peuvent le remplacer. Parmi les free agents un peu restants, déjà par exemple il y a pas Batum. Batum a re-signé avant la free agency chez les Clippers, mais niveau 3&D, je regardais un peu qui est-ce qui restait. Il y a du Gary Harris, peut-être, mais bon, dans quel état? Il y a du Gary Payton qui a pas re-signé côté Warriors. Il y a des mecs aussi, mais c'est pas des 3&D, mais Duncan Robinson va être sur le marché. Peut-être qu'il peut passer au niveau de la mid-level à 14 millions pour les Lakers, mais on sait même pas s'ils vont en vouloir. Peut-être qu'ils gardent la mid-level aussi pour Ayton, par exemple. Donc je ne sais pas. Malcolm Brogdon, mais là encore, bon, c'est dans quel état Malcolm Brogdon, et vous voyez qu'on parle un peu de mecs qui sont un peu petits, quoi. On n'est pas du tout sur l'avantage qu'apportait Finney Smith qu'on a détaillé de poste 3, mais 3-4, voire même poste 5, un peu comme il a fait en playoff. En playoff, on a eu cette fameuse raquette entre guillemets, de Rui Hachimura et Finney Smith. Donc ouais, côté Lakers, c'est assez étonnant. Il paraît aussi que apparemment Rob Pelinka allait un peu partout pour dire que son genou était un peu en mauvais état. Alors, est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'était juste un jeu politique en mode je vais dire qu'il est pas en bon état, comme ça les mecs vont pas vouloir le signer, et comme ça moi je vais pouvoir le re-signer pour moins cher, ou alors est-ce que vraiment c'est réel, et est-ce que les Rockets ont fait ce pari sur 4 ans d'un mec qui a, attendez, je vais quand même vérifier, mais il a plus de 32-33, je crois, Dorian Finney-Smith. Enfin bref, si ça se trouve, c'est vrai. Ou plutôt, est-ce que c'est vrai, ce que dit Pelinka, et que c'est pour ça, 32 ans, et que c'est pour ça qu'en effet, il l'a pas re-signé. Je ne sais pas, mais ça m'a l'air assez compliqué maintenant pour les Lakers de le re-signer, mais voilà. Franchement, l'été des Rockets, c'est quand même assez incroyable. D'ailleurs, recommandation de suite, je l'ai déjà faite, mais vous pouvez pour ceux qui ont manqué l'info, je vous encourage à aller suivre sur Twitter quelqu'un qui s'appelle Yossi Gozlan. Y-O-S-S-I, Yossi Gozlan, G-O-Z-L-A-N, qui en fait est un expert du salary cap et qui, plus que certains experts un peu trop pointus, justement, lui est très très clair. Il fait des graphiques à chaque fois, après chaque signature, après chaque move, une signature, et des graphiques assez clairs, assez simples sur où est-ce qu'on en est au niveau du salary cap, au niveau de telle exception, au niveau de ci, de ça. Voilà, c'est très clair, je vous encourage d'aller voir ça. Et donc, notamment, grâce à Yossi, je peux vous dire que la situation désormais des Rockets, c'est quoi? C'est que ils avaient pas mal d'espace, ils n'étaient pas du tout dans les aprons, eux, pour le coup. Mais c'est vrai qu'en utilisant un peu quasiment l'intégralité de la mid-level, 14 millions sur Finney Smith, désormais, ça commence à être un peu plus bouché au niveau salary cap, et ils sont pour la première fois dans la luxury tax depuis 10 ans avec ce move. Bon, parenthèse, 10 ans, ça nous ramène à 2015 ou 2016, je sais pas exactement ce qu'il veut dire. C'était encore une époque où il y avait James Harden, et c'était même bien avant son départ en 2020, donc 2021, même saison 2021. Mais voilà, pour vous dire aussi, Tillman Fertitta, et même juste avant, je crois que c'était j'ai plus le nom, l'ancien propriétaire des Rockets. C'est un peu dommage que les Rockets, pendant autant d'années, Daryl Morey était obligé de faire des moves financiers, et donc notamment de se séparer de choix de draft. C'était un peu embêtant que les Rockets ne voulaient pas payer la taxe avec Harden, mais fin de la parenthèse. Donc voilà, ils sont désormais dans la luxury tax, apparemment à hauteur de 11 millions. Donc voilà, la masse salariale augmente. Ça paraît assez évident. Apparemment, ils sont même dans le premier apron, donc ils sont un peu bloqués dans le premier apron. Ça veut dire que toute la saison, ils ne pourront plus dépasser la limite du premier apron. Ils pourront pas du tout encaisser plus de salaire qu'ils n'en envoient. Donc ça, c'est aussi à noter. Mais bon, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Peut-être qu'ils font des petits moves à la deadline ou un peu après. Mais je pense qu'on a quand même affaire à un effectif qui est quand même bien blindé, pour le coup. Il n'y a pas forcément d'ajout nécessaire, dans le sens où tu as Van Vliet, Amen Thompson, Sengun évidemment, Steven Adams. Tu as récupéré Dorian Finney-Smith, tu as récupéré Clint Capella, tu as récupéré Kevin Durant évidemment, tu as prolongé notre ami Jabari Smith. Qui est-ce que j'oublie encore? On a dit Jeff Green, Jay Shante qui vont revenir. Ah oui, Aaron Holiday aussi. Il avait une option qui a été déclinée au dernier moment, Aaron Holiday, mais apparemment ce serait pour le re-signer, puisque Ime Udoka l'adore. Ça, c'est la news qui est sortie aussi. Donc je pense que Holiday va peut-être revenir aussi, mais sur un contrat un peu plus mineur. Et à noter 2 points. Bon, Tari Eason aussi, je ne l'ai pas cité, mais Tari Eason est par là encore. Rich Shepard, on espère que Rich Shepard aura peut-être plus de minutes. On verra bien. Sinon, d'ailleurs, Rich Shepard peut toujours être un moyen de dégraisser, au final. Dégraisser et d'obtenir un asset en échange. Si cet effectif comme ça, de vétérans, fonctionne très bien, il y a toujours l'option de, bon, il n'y a pas la place pour Rich Shepard, allez, on l'échange et on obtient comme ça 1 ou 2 tours de draft, pourquoi pas, ou même un autre jeune ou un autre vétéran, et comme ça on devient encore meilleur, ou on recharge un peu les batteries en termes d'assets.
Ça peut être fait, vu que Rich Shepard est à plus de 10 millions, ça pourrait soulager. Donc je sais pas, hein, imaginez, ils le vendent en cours de saison ou en fin de saison prochaine ou dans 18 mois, ils peuvent le vendre à Brooklyn qui a du cap space en récupérant 2 tours de draft. Voilà, c'est dommage d'abandonner le projet, mais c'est vrai que si tu joues le court terme, le très court terme et que tu es candidat au titre, peut-être que c'est la meilleure manière d'utiliser un peu Rich Shepard. En mode, récupérons des drafts, des tours de draft, des assets, pour ensuite ça les redépenser sur des vrais role-players vétérans pour nous aider à gagner le titre 26 ou 27. Ça peut s'imaginer. Donc voilà. De quoi j'allais parler aussi, je ne sais plus. Mais oui, non, 2 points. Chez les Rockets reste aussi le cas Jock Landale qui est à 8 millions. Et pour l'instant, il n'est pas encore coupé. Je crois que son contrat n'est pas encore totalement garanti. Donc on essaye un peu de voir où est-ce qu'on pourrait un peu le couper, enfin l'échanger plutôt, pardon. Et si on arrive à l'échanger et à le mettre quelque part, on n'aura pas besoin de le couper, mais il y a toujours, je crois, cette option, d'après ce que j'ai lu, de le couper. Donc lui, il est à 8 millions l'année, Landale, donc ça aussi, ça pourrait un peu soulager les finances des Rockets en un sens. Et puis, il y a l'autre point, dernier point, c'est Cam Whitmore. Il se murmure que Cam Whitmore pourrait faire ses valises, pas pour une raison financière, hein, parce que c'est un mec du fin de premier tour, je crois, au milieu de premier tour. Donc au final, c'est pas si cher que ça, même c'est ridicule, un contrat rookie. Mais peut-être que pour lui, en termes de minutes de jeu, il n'y aura pas beaucoup cette saison, surtout que voilà, autant l'an passé, parfois il y avait besoin de création offensive, et que voilà, Tarrison, Jabari Smith, Dylan Brooks, ils ne pouvaient pas apporter des points, donc on sortait un peu de sa boîte Cam Whitmore. Autant, c'est vrai que cette année, avec tous les ajouts qui ont été faits, notamment Durant, peut-être qu'il y aura un peu moins besoin de la création occasionnelle de Cam Whitmore. Et à quel point, là encore, je parlais pour Shepard, mais à quel point tu peux pas vendre Cam Whitmore à une équipe un peu jeune ou une équipe qui veut tenter le pari et dire, bon ben voilà, on vous le donne, il s'améliore en défense en plus, donc il est assez viable, je trouve, de ce côté-là du terrain, et tu récupères un pic où tu récupères un asset que ensuite toi tu pourras redépenser en février, comme j'ai dit, sur un vétéran, un mec encore mieux, etc., etc. Donc voilà, ça c'est un peu la situation des Rockets qui, à mon avis, sont quand même plutôt bien positionnés pour l'an prochain, et presque le marché a l'air presque fini pour eux, sauf si LeBron arrive, mais je vois pas comment cette fois-ci. Mais voilà pour les Rockets et la première signature du jour. J'essaie de voir est-ce que j'ai loupé d'autres choses. Non, c'est à peu près tout. Donc voilà pour les Rockets. Sur qui est-ce qu'on peut aller? Tiens, Memphis, ça fait pas mal de moves aujourd'hui également. On a surtout la prolongation de contrat qui a été annoncée pour Jaren Jackson Jr., qui était un peu le truc qu'on attendait, hein. On l'avait bien expliqué, c'est-à-dire que c'est pour une raison non pas sportive mais financière qu'on avait dégagé Desmond Bane, pour le coup, parce que il nous fallait de la place dans le salary cap pour prolonger notre ami Jaren Jackson. Ce qui, on le répète, pardon pour la répétition, pardon, mais je le répète parce que c'est hyper important à noter et à garder en tête, Memphis aurait très bien pu garder tout le monde, y compris Desmond Bane, et prolonger Jaren Jackson en dépassant le cap parce qu'ils ont les droits sur Jaren Jackson. C'est tout le but, ça a été fait comme ça. Quand tu as les droits sur un joueur que tu as drafté, tu as le droit de dépasser le cap autant que tu veux pour le prolonger. Donc rappelons que voilà, c'est aussi des motivations malheureusement financières et je vais pas dire radin parce que le mot est pas beau, mais bon, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que les Grizzlies voulaient créer de l'espace, ils voulaient pas dépasser le cap en le prolongeant, ils voulaient de l'espace pour prolonger Jaren Jackson. C'est fait, 240 millions sur 5 ans, donc je crois que d'après Shams, c'est le maximum possible pour Jaren Jackson. Et pourquoi je reparle un peu de tout cet aspect financier et de la peur de dépenser côté Memphis? Parce que il y a eu une deuxième signature chez les Memphis Grizzlies, c'est la prolongation de Santi Aldama, qui, moi, me paraissait un peu... c'était pas joué d'avance, je trouve, parce que j'aime bien le joueur, j'aime beaucoup le profil. Je pense que c'est un mec qui, alors peut-être pas titulaire NBA, mais un troisième homme de rotation qui est assez intéressant parce qu'en fait il apporte ce côté stretch big qui est assez cool. Défensivement, c'est pas du tout la cata, il n'y a pas de valeur ajoutée en plus, hein, c'est pas de protection de panier, etc. Mais ça tient relativement bien, je trouve. Défensivement, ça va pas être un handicap incroyable, plus le côté offensif, porteur de balle de grande taille et spacing, donc j'aimais bien. Et connaissant un peu justement les envies de Memphis de pas trop dépenser d'argent, c'est vrai que je me disais, ne se dirige-t-on pas très simplement vers un départ de Aldama qui était un free agent restrictif, donc Memphis aurait pu s'aligner sur n'importe quelle offre qui était faite, mais bon, voilà, il suffisait que Brooklyn vienne et mette sur la table 20 millions par an et ça aurait été très compliqué et Memphis aurait peut-être pas voulu s'aligner. C'est un peu dans ce sens-là que je dis ça. En l'occurrence, non, finalement, il reste. Il a prolongé, même pas d'offre de quelqu'un d'autre, il a prolongé pour 52 millions sur 3 ans, ce qui nous fait un tarif à 17 millions.
C'est correct. Franchement, c'est correct, je trouve. Donc ça, c'est bien. C'est bien. On garde Aldama, on garde Jaren Jackson. On a encore évidemment en contrat rookie Zach Edey. Donc le secteur intérieur de Memphis, c'est bon, c'est sécurisé. Et puis autre move qu'ils ont fait. Donc Cam Spencer qui a re-signé. Cam Spencer qui a re-signé sur 2 ans pour un contrat à 2 millions, je crois. Ouais, 2 millions l'année. Cam Spencer qui était un second tour. Donc c'est pas pareil que le premier tour de draft, contrat de 4 ans, enfin 2 ans plus 2 options, etc. Deuxième tour, c'est un peu plus spécial. Je vais quand même aller vérifier. Attendez, Cam Spencer. Ouais, c'est ça, 53e pick en 2024. Donc voilà, les seconds tours, c'est un peu particulier. Ils arrivent en free agency. Avant, ils sont pas d'ailleurs forcément restrictifs, eux. Donc voilà, Cam Spencer, c'est fait. Et puis non, l'autre move, ça a été Ty Jerome. Ty Jerome qui s'en va de chez les Cavaliers. Parce que les Cavaliers étaient résignés. On va pas le prolonger. On a plutôt prolongé Sam Merrill. On a fait venir Lonzo Ball et on savait que Ty Jerome ne reviendrait pas du côté des Cavs et donc il signe Ty Jerome pour pas si cher que ça, je trouve. Donc c'est un peu dommage peut-être pour les Cavs, mais il signe pour 3 ans 28 millions. Normalement, si vous êtes bon en mathématiques, vous savez que 28 millions divisé par 3, ça nous fait du 9 millions,3 à peu près par an. Donc voilà, c'est quand même une bonne addition en termes de création. Après, est-ce que ça va remplacer Desmond Bane? Non, je pense pas. Mais on va dire que c'est quand même pas si cher que ça sur un joueur qui sort d'une très bonne saison. En un sens, je peux aussi comprendre les Cavs. On peut le dire d'entrée de jeu, et c'est même pas en termes de pessimiste ou optimiste, c'est d'un point de vue probabiliste. C'est à peu près sûr que Ty Jerome ne fera pas une aussi bonne année que l'an passé. Il ne peut faire que moins bien que l'an passé. Donc, à quel point est-ce que les Cavs ont aussi un peu abandonné en mode il était un peu en surchauffe à 3 points. Voilà, c'était un mec qui était un journeyman avant ça et qui d'un coup a fait la saison un peu de sa vie. Est-ce que c'est un peu tout réussi cette saison et plus tard on en parlera comme un one-shot wonder, comme on dit, comme un mec fantastique sur une année, ou est-ce qu'il a enfin une vraie carrière NBA et que même l'an prochain il sera bon? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, les Cavs perdent Ty Jerome qui s'en va du côté de Memphis. C'est pas mal, mais ça ne remplace pas Bane, encore une fois, donc c'est dommage. Et non, de l'autre côté, il vient plutôt remplacer, je trouve, en partie, c'est pas du tout le même profil, mais il vient pas remplacer Bane, il vient remplacer Luke Kennard qui est parti. Donc ça, c'est vrai qu'on en parlait depuis quelques temps, Luke Kennard, qui d'ailleurs, on pensait qu'il partirait l'an passé. Finalement, non, il était revenu, Luke Kennard. Mais ça y est, il est parti à Atlanta. Donc voilà, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte. Tu as perdu littéralement tes 2 meilleurs, voire même tes 2 seuls shooters côté Memphis par rapport à l'an passé. Or, on avait déjà affaire à, sans doute, une des équipes qui a le moins de spacing en NBA, ou en tout cas, une des équipes d'élite sur lesquelles le spacing est le plus en question. Bon, tu vas aborder 2026 sans Desmond Bane et sans Luke Kennard, sans tes mecs qui étaient un peu le spacing des titulaires et le spacing de la seconde unité. En l'occurrence, Ty Jerome, c'est plutôt avec la balle. Ty Jerome, il est plutôt là pour être le porteur de balle. Donc ouais, là-dessus, c'est un peu à suivre à quel move ils peuvent faire de plus. Je connais pas trop le profil de Coward qu'ils ont pris en 11e à la draft. Peut-être, j'espère que c'est un shooter. Je ne sais pas, voilà. Voilà, point pour Memphis. On a laissé partir Kennard au final. Et donc, d'ailleurs, on peut faire la transition. Une autre équipe qui a été assez active, qui a même plutôt gagné cette free agency, comme on aime bien dire. Donc, Atlanta, qui après avoir fait le trade de Porzingis, qui après avoir récupéré l'incroyable pick des Pelicans. Alors ça, c'est extraordinaire. Le pick non protégé des Pelicans, on parlera d'ailleurs des Pelicans, on doit en parler. Mais non, ils ont fait 2 signatures assez intéressantes, je trouve. Notre ami Nickel Alexander Walker, qui a été signé pour 4 ans et 15 millions par an. Et donc ça fait du 62 au total, mais ça fait donc du 15 millions par an, c'est ça surtout qui nous intéresse. Franchement, c'est quand même pas mal. C'est pas si cher que ça. C'est dommage pour les Wolves, mais en même temps, avec les moves qu'ils avaient fait déjà, c'est-à-dire re-signature de Nasrid, re-signature de Randle et Gobert qui n'a pas été écarté, qui n'a pas été échangé. Au final, il n'y avait plus trop la place pour Alexander Walker, malheureusement. Donc on savait que ça allait se diriger vers un départ. C'était à peu près acté. Et donc, il signe côté Atlanta. Je dois dire que c'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on vient rajouter de la défense à côté de Trae Young.
Et ça, c'est très cool. C'est un peu ce qu'il faut faire, à mon avis, côté Atlanta, c'est-à-dire renforcer l'équipe, mais surtout la rendre un peu plus viable défensivement. Et pour vous dire, un 15 millions, là où c'est intéressant, c'est que c'est pas si cher que ça. C'est un peu autour des 15. Qu'est-ce qu'on a à peu près en NBA? Bon, Herb Jones, c'est un peu soupillé, mais il est à 13 millions, par exemple. Qui est-ce qu'on a aussi? Grant Williams, qui est à 13. On a du Finney Smith, donc, qui était à 14, mais qui va passer à 13 l'an prochain. Max Strus est à 15 aussi. Grayson Allen, qui est à 15. Je crois d'ailleurs qu'en parlant de Allen, je crois que Royce O'Neal est à 12, un truc comme ça. Donc, on est à peu près dans cette zone-là. Et là où c'est intéressant, c'est que je pense qu'il a sans doute montré assez pour te dire, on va le tenter en titulaire. Je pense que c'est un peu l'idée. Si c'est juste pour l'utiliser en sortie de banc, ça fait quand même cher. Je pense qu'on est plutôt sur un tarif de bons titulaires NBA, mais pas cher. Ce sera un peu l'idée pour moi. Donc 3&D à côté de Trae Young, ça c'est très cool. Et puis donc deuxième signature, c'est également celle de Kennard. Et là, voilà, je vais pas refaire le refrain que j'ai fait pour Memphis, mais c'est vrai que c'est un des meilleurs shooters de NBA. Il signe pour une somme de 11 millions l'année, donc un peu moins cher, mais aussi parce que joueur un peu plus gadget. C'est-à-dire, il va pouvoir un peu apporter spacing d'élite, même d'ultra élite, plus un peu de qualité de porteur de balle. Parfois, voilà, c'est pas qu'un shooter off-screen, hein, il peut aussi un peu faire des pick and roll ou initier un peu l'attaque par moment. Mais c'est vrai qu'on comprend aussi le côté moins cher parce que défensivement, il n'est pas viable, surtout pas en playoff. Donc il y a un peu cet aspect où on ne peut pas payer trop cher pour ce genre de joueur. Donc voilà pour Luke Kennard et Nickeil Alexander-Walker. Et on va faire un point sur la situation aussi des Atlanta Hawks, si j'arrive à retrouver le tweet. Voilà, donc les Hawks, Luke Kennard, les 11 millions de Kennard, c'est à peu près là. Ça rentre dans la mid-level à 14 millions disponibles qui étaient pour les Hawks. Donc voilà. Il leur reste d'ailleurs 7 millions de mid-level à donner. Donc voilà. Et ils sont encore 7 millions en dessous de la luxury tax. Donc les Hawks, financièrement, ça va. Il n'y a pas du tout. Ils sont à 180 millions de salaire pour l'an prochain. Et la taxe, elle est à 190 et quelques, je crois. Donc voilà, il y a encore un peu de marge. On respire, on a plutôt une bonne équipe, une équipe sympathique qu'on a réussi à renforcer. On verra aussi le cas de Porzingis, hein, est-ce que ça tient ou pas niveau blessure. Mais voilà à peu près pour le point financier de nos amis les Atlanta Hawks. Et donc où est-ce qu'on va aller? Tiens. Alors un point sur les Pelicans qui pour le coup. Bon, j'ai pas encore fait le podcast que je devais faire sur les Pelicans, mais c'est vrai qu'il y avait un peu cet aspect pour moi ils abandonnent leur pick non protégé, ce qui est un peu une folie d'abandonner un pick non protégé quand tu vas être aussi nul. Mais on pouvait se dire bon, il y a quand même un scénario où peut-être le meilleur scénario possible, c'est ils sont quand même assez compétents. Donc si vous voulez, on n'abandonne pas un pick qui est potentiellement top 3. Si t'es une bonne équipe, une plutôt bonne équipe, Zion est de retour en forme et je me disais. Peut-être tu pourrais prolonger Bruce Brown qui était sous contrat chez toi. Peut-être que tu pouvais signer un mec comme Brook Lopez aussi, qui serait un peu le fit parfait à côté de Zion avec défense et spacing, ce qui est un peu assez unique en NBA. C'est exactement ce qu'il faut à Zion. T'aurais pu le signer. Il s'est passé exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé Lopez, ils n'ont pas signé de vétéran pour l'instant, après ce premier jour, ils ont laissé partir Bruce Brown, on va en parler également, et ils ont signé à peine Kevon Looney. Donc Kevon Looney 8 millions l'année sur 2 ans, bon, c'est pas que c'est un mauvais joueur, c'est juste que c'est un joueur un peu gadget là encore, on est autour des 20 minutes, 25 minutes de jeu par match, je pense à peu près. Oui, ça va être cool parce que c'est un mec qui va prendre du rebond, un peu ce que faisait Valanciunas, hein, c'est-à-dire l'apport un peu de rebond, la défense un peu positionnelle, à défaut de aérienne, ça, on sera d'accord. Et c'est un joueur intelligent, oui d'accord, mais bon, c'est quand même pas, pour l'instant, au niveau Pelicans, si on se dit le pick 26 non protégé il s'en va à Atlanta. Bon, pour l'instant, l'équipe n'a pas une très belle tête. Hein. Je suis pas très rassuré, et encore moins pour la défense, pour le coup, parce que Looney a aussi ses faiblesses un peu défensives, je trouve. Donc, une raquette Derrick Queen, Zion, non. Une raquette Zion, Kevon Looney, c'est pas très rassurant non plus, surtout quand tu rajoutes en première ligne, en premier rideau défensif, Jordan Poole et Jeremiah Fears, le rookie 7ème pick de 2025. Ouais, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Donc voilà, les Pelicans pour l'instant c'est assez discret et ça ne va pas du tout dans le sens de on vient d'abandonner le pick, donc renforçons-nous. Non, on va plutôt à l'inverse. On va tanker mais sans le pick. C'est quand même un concept assez inédit. Mais non, alors vu qu'on parle de Bruce Brown, faisons le lien là encore. Oui, c'est le gros move de la soirée. Shams nous a dit il va y avoir plein de gros moves. Non, en fait il n'y en a eu qu'un. L'échange Michael Porter Jr. contre Cam Johnson. Là, je pense qu'il y a 2-3 trucs à dire. Déjà, niveau salarial, à mon avis, c'est un peu ça la motivation. C'est le fait que Porter Jr. est payé 38 millions l'année
et Cam Johnson on est plutôt autour des 20. Donc c'est aussi un move financier. Denver qui était premier apron, qui était second apron toute la saison dernière, mais qui était actuellement premier apron. C'est vrai que là ça dégraisse. Donc c'est aussi l'intérêt de ce move, c'est que ça a permis un peu de dégraisser et que moi j'aime bien le joueur, hein, mais c'est vrai que ça faisait quand même 3 gros salaires et on l'a vu depuis 2-3 ans, pas énormément de place pour le reste. Donc je pense que le raisonnement ça a été de dire allez, on se débarrasse de Michael Porter Jr. même si on l'aime bien, c'est un move financier pour moi et ça permet en plus derrière d'aller signer un Bruce Brown. Donc ça c'est cool de le faire revenir. Il revient pour 3 millions l'année à peine, Bruce Brown. Souvenez-vous qu'il y a 2 ans, il signe pour 20 millions l'année sur un contrat court, mais tout de même 20 millions l'année à Indiana. Et après 3 mois à Indiana, et puis 1 an et demi un peu mauvais, mauvais à Toronto qui joue rien, il revient pour le minimum, donc c'est bien, ça c'est très bien. Et pour parler un peu du fit sportif, on a compris, c'est financier, mais pour un peu le fit sportif, offensivement, il y a un aspect où c'est quand même relativement similaire et assez bien joué, je trouve, de la part de Denver, dans le sens où tu remplaces un shooter off-screen, un spacer d'élite et un mec qui fait du jeu en sortie d'écran, etc., un shooter par un autre. Donc ça, c'est assez cool. C'est vraiment quasiment du poste pour poste. Cela dit, j'estime que Porter Jr. est quand même un bien meilleur joueur, pour le coup. De là à valoir peut-être 10 ou 15 millions de plus par an, je ne sais pas, moi je pense que oui, on en parlait un peu sur le Discord, mais je pense que oui, il vaut à ce point plus Michael Porter Jr. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, évidemment. Mais non, moi là où je pense qu'il faut quand même noter un truc, c'est que Michael Porter Jr., il n'y avait pas que le shoot. Il n'y a pas que le shoot qui était important, on avait aussi un aspect déjà de défense. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord non plus. Je sais que les gens n'aiment pas trop la défense de Porter Jr. et j'étais un peu de cet avis-là il y a fort longtemps. Quand il jouait à la place de Torrey Craig à l'époque, c'était un peu un non-sens, tellement il était perdu en défense. Il s'est fait cibler par maintes équipes en play-off, en on-ball, mais aussi en off-ball, on va pas refaire le refrain. Mais je trouve que depuis 2-3 ans, on a quand même une bonne défense, pour le coup. Alors, peut-être pas valeur ajoutée énorme, mais c'est un mec qui était au bon endroit au bon moment, qui était assez propre, assez discipliné, et qui en plus, l'avantage qu'il a, c'est ça, c'est qu'il est grand. Donc, c'est pas qu'il faisait des rotations qui étaient incroyables, c'est juste que la bonne rotation au bon moment, elle était d'autant plus importante et impactante que il fait 6-10 de taille. Donc il est grand, il est très très grand. Donc là, voilà, il y avait un aspect très positif, mais un bonus par rapport à sa défense positionnelle, on pourrait dire, où le fait d'être grand fait que ta simple rotation, elle est très bonne. Alors que Chris Paul qui fait une rotation dans le bon timing, il sert à rien. À l'inverse, je prends l'extrême opposé, vous avez compris. Mais voilà, moi c'était un peu ça que j'aimais bien avec Porter Jr. On en a parlé beaucoup l'an passé, mais c'est vrai que la saison, il a fini pas top. La deuxième partie de SR défensivement, elle est pas très bien, je trouve, un peu moins bonne, on va dire. Mais la première partie d'année, défensivement, je l'ai jamais vu aussi bon. Personnellement, Porter Jr. Pas sur les contres, mais ce que j'ai expliqué, le truc positionnel. Et les playoffs, on a vu que Denver a retrouvé sa défense de demi-terrain. Et notamment parce que Porter Jr. aussi était assez bon. Donc voilà, alors pas que lui, Westbrook était pas mal, ou des mecs comme ça. Mais je trouve que au final, l'année dernière de défensive de Porter Jr. est pas mal. Premier élément, mais surtout, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, et admettons que Porter Jr., tu racontes n'importe quoi, il est nul en défense, ok, admettons. Je suis pas d'accord, mais admettons. L'autre avantage de Porter Jr., c'était que, encore une fois, il est grand. Il est grand et ce n'était justement pas que un mec qui faisait du shoot en sortie d'écran. Ça c'est bien, cette partie-là elle est remplacée sur du 1 pour 1 presque par Cam Johnson, qui est aussi un shooter en sortie d'écran, qui est aussi un shooter d'élite, je pense on peut dire. Cela dit, Porter Jr. c'était aussi un atout de choix dans la philosophie offensive de Denver, qui, vous le savez, c'est la meilleure équipe de NBA sur ce qu'on appelle les marges, aller chercher des points en plus, le basket n'étant pas qu'un sport de demi-terrain, il y a tout ce qui se passe autour ou en plus. Déjà, sur du demi-terrain, au passage, on a aussi l'aspect où Denver ne prend pas des tonnes de 3 points, mais ils dominent offensivement parce qu'ils prennent des tonnes et des tonnes et des tonnes de tirs au panier. Là-dessus, c'est vrai que Porter Jr., c'est pas que un shooter en sortie d'écran, c'est aussi un mec qui, avec sa taille, pouvait faire des cuts, et des cuts assez efficaces. Parce que quand il cut au panier, il n'est pas capable d'aller au panier balle en main, sur du dribble, pas de haut niveau en tout cas, mais Porter Jr. qui fait un cut, il était servi, il était grand, il était autour du panier, et il scorait. Je pense que Cam Johnson n'a pas du tout cet impact sur cut. Donc déjà, vis-à-vis de cet aspect offensif de Denver, d'aller au panier et d'avoir une très très grosse fréquence, même la meilleure de NBA fréquence au panier, ça, c'est en moins, on le retire. Deuxièmement, les rebonds offensifs.
les rebonds offensifs également. C'est un aspect primordial à Denver, le jeu des possessions via le rebond offensif. Et là encore, ça faisait partie des mecs qui aidaient beaucoup là-dessus, parce que très très grand, et que donc on l'envoyait au rebond offensif avec Jokic, avec Aaron Gordon. Il y avait cette espèce de bully ball, on l'a bien expliqué en playoff, mais le bully ball de Denver qui est capable en fait juste de te casser la gueule en fait, de te casser la gueule en allant au panier, avec du rebond offensif, etc. Et ça, Porter Jr., très cool. Cam Johnson, un peu moins, je trouve. Donc dans l'idée, tu perds un peu là-dessus sur ce qui est pourtant un peu l'ADN de l'équipe, c'est-à-dire ce bully ball. Le post-up, bon, c'était pas non plus génial, mais parfois ça pouvait le faire contre des tout petits. Donc voilà, dans ce côté bully ball. Et puis non, surtout autre aspect, par rapport à Denver. Troisième élément où Denver se repose beaucoup là-dessus et où Michael Porter Jr. aidait beaucoup, c'était la transition. Michael Porter est un excellentissime joueur de transition offensive, je trouve, donc de contre-attaque, pardon. Et c'est vrai que ça, à quel point tu peux avoir la même chose avec Cam Johnson, ça m'a pas l'air évident de base. Donc oui, il y a plein d'aspects où tout ce qui est jeu de main à main, tout ce qui est shoot, spacing off ball, tout ce qui est création indirecte via ses dribble and off, jeu de main à main, tourner autour du Jokic, même au niveau de la seconde unité, jouer avec Jamal Murray ou Aaron Gordon, tout ce que faisait Porter Jr. de ce point de vue-là, Cam Johnson arrive et va faire pareil. Bon, pas un shooter d'aussi grande taille, donc peut-être qu'il y a des tirs qu'il ne pourra pas faire partir que Michael Porter arrivait à faire partir, justement. Mais là-dessus, ok. Par contre, c'est vrai que quid transition, quid impact au panier, quid rebond offensif, plein d'éléments qui faisaient partie intégralement de l'ADN de Denver. Donc, je nuancerai un peu les avis extrêmement positifs là-dessus. Oui, je trouve que c'est un bon move. Dans le cadre financier, je peux comprendre, surtout si tu te dis que ce move permet ensuite de signer Bruce Brown à 3 millions. D'accord, ok. Mais je voudrais pas non plus qu'on sous-estime totalement l'impact de Porter Jr. Et au passage, Cam Johnson, que j'aime beaucoup, bon, Cam Johnson, c'est un mec qui a été, qui a fait une seule saison, je crois que j'ai regardé ce matin, il fait une seule saison en carrière au-dessus des 25 minutes de jeu par match au sein d'une bonne équipe. Hein, je compte pas les 30 minutes de jeu par match à Brooklyn de l'an passé, bon d'accord, mais sur du plus de 25 minutes par match, allez, si vous voulez, je peux vous en compter deux, c'est parce qu'il y en a une à 24, mais en grosso modo, il y a 2021 et 2022, c'est un peu ces deux seules saisons où il joue dans une très bonne équipe et il a un plutôt bon minutage, mais vous voyez que c'est pas un minutage de star ou de gros titulaire. Donc, à voir là encore. Pour moi, Porter Jr. était de manière assez évidente, plus que le joueur de banc de rotation à 25 minutes par match, pardon. Pour moi, Porter Jr., c'était vraiment le titulaire qui, on l'a vu, hein, même en playoff, peut jouer beaucoup, un gros minutage. Je sais aussi qu'il a déçu en playoff, et c'est vrai, l'irrégularité fait aussi partie du lot. Donc, je peux aussi comprendre quand on m'explique que, oui, au final, il était cher, il te bloquait en termes de flexibilité salariale, plus la défense, on te croit pas, c'est pas un bon défenseur, plus le côté, il a déçu en playoff. Je peux comprendre. Après, sur le côté, il a déçu en playoff, en fait, c'est qu'offensivement, c'est à peu près un role player. Et je suis pas sûr que je suis pas sûr que le fameux oui, mais quand ça galère, il fait rien. Oui, mais je suis pas sûr que quand en playoff, Jokic et Jamal Murray aussi seront en galère, je suis pas sûr que tu pourras filer 20 ballons à Cam Johnson en mode vas-y, toi, crée des pick and roll, crée l'attaque à toi tout seul. Je pense pas qu'il faille s'attendre que dans les mêmes situations et dans les mêmes difficultés, Cam Johnson soit bien meilleur que Porter Jr. Mais ceci est une autre histoire, fin de la parenthèse. On parle, je trouve, juste de role player plus offensivement. Mais voilà, donc pour le coup, excellent move via Bruce Brown et Cam Johnson. Et en un sens, tu transformes un bon joueur en deux joueurs de rotation. On avait parlé comme possibilité quand on a fait le bilan et perspective de saison en mai dernier sur les Nuggets. On avait dit ça. C'était aussi une des possibilités très concrètes d'améliorer l'équipe. C'est soit t'échanges Jamal Murray, mais ça je pense qu'ils le feront l'an prochain pour la Free Agency 2026. Soit sinon, je pense que Jamal Murray étant un peu intouchable pour l'instant, ça passait par échanger et par fendre le contrat de Porter Jr. en plusieurs petits contrats. Comme ça, tu passes de un très bon joueur ou un bon joueur à plusieurs de peut-être un peu moins bonne qualité, quoique on verra, mais à plusieurs d'un peu moins bonne qualité qui augmentent un peu ta profondeur. Donc c'est exactement ce qu'ont fait les Nuggets et pour le coup ça va. Et pour dire aussi la situation un peu les Nuggets, où en sont-ils? Donc ils sont en dessous du premier apron désormais. Ils ont aussi économisé 40 millions en dollars un peu réels, c'est-à-dire pas que en dollars de salary cap, mais en termes de taxes, parce qu'ils étaient pas mal là-dessus. Donc ils sont en dessous du premier apron, c'est quand même assez cool. Ils sont même à 179 millions
Donc je pense qu'ils sont même en dessous de la luxury tax. C'est pas précisé ici, mais je crois qu'ils sont en dessous de la luxury tax. Donc voilà, les 40 millions de dollars réels, c'est ça. C'est le fait que tu payes pas de taxes sur tes salaires en plus. Donc voilà, c'est de l'argent gagné pour le propriétaire. Tant mieux pour lui. Ça change rien sportivement, mais tant mieux pour lui. C'est ça. Et donc ils ont aussi du 14 millions de mid-level désormais. Ça a un peu débloqué 14 millions de mid-level. Sur qui est-ce qui pourrait l'utiliser et donc continuer d'augmenter la profondeur. Ça, c'est intéressant aussi. Je pense qu'il y a un nom qui me vient en tête de suite, Malcolm Brogdon. Brogdon est disponible. Brogdon, bon, à voir dans quel état il est, Brogdon, mais c'est vrai que Brogdon, ça peut être cool. À 16 millions ou à 14 millions, à 15 millions s'il accepte. Il avait un salaire projeté pour l'an prochain à 22 millions, mais parce qu'il sort d'un contrat où il était un peu plus important. Si je ne dis pas de bêtises, cette fois-ci, contrairement à Drew Holiday, où je me suis un peu emmêlé les pinceaux, mais je crois que Brogdon avait signé son contrat époque Pacers, donc époque titulaire NBA, je crois bien. Donc, je crois, bref. Mais non, Brogdon, ce serait pas mal. Brogdon à 14 millions en mid-level, ça pourrait être bien. Les autres candidats, on a du Duncan Robinson aussi, qui va être free agent, qui était à 20 millions à Miami, mais je pense qu'il va re-signer pour un peu moins sur le marché. Robinson, ça peut être cool. Un peu cette double utilité de Cam Johnson et Robinson. Après, c'est un mec qui, défensivement, est un peu moins génial. Même si moi, j'aime bien sa défense depuis l'an passé. On a parlé de ses progrès défensifs. Mais voilà, ça peut se faire cibler en playoff. Donc, je ne sais pas si c'est un peu l'objectif. Qu'est-ce qu'on a d'autre, toujours pareil. Gary Harris, pourquoi pas un retour de Gary Harris, mais ça se ferait pour beaucoup moins cher. Donc, pas les 14 millions. Peut-être utiliser la carte 14 millions sur un vrai bon joueur, mais j'en vois pas d'autres. Gary Payton, toujours pareil. Alors Ford, tiens, est-ce qu'ils vont tenter alors Ford en rotation de Jokic? Ça peut être cool, ça, pour le coup. Ouais, ça pourrait être intéressant. Mo Wagner, non, je pense pas. Qui est-ce qu'on a aussi en disponible? Bon, Malik Beasley, il va être occupé un peu à faire autre chose, je pense, cet été. Non, Amir Coffey, ouais, Amir Coffey, ça pourrait être cool. Peut-être, plutôt que prendre un mec à 14 millions, tu prends et Amir Coffey et Gary Harris, peut-être que ça peut être pas mal. Moi, j'aime beaucoup Amir Coffey pour le coup. Mais après, non, on part sur des mecs un peu moins grand calibre, sur ce qui est encore disponible sur le marché. Donc voilà. Donc, ils ont ça à utiliser, 14 millions encore pour un joueur de plus ou deux en profondeur d'effectif. Plus, ils ont aussi une trade exception de à peu près 17 millions, qui donc a été créée dans ce trade, puisque le salaire de Cam Johnson est quand même beaucoup moins élevé, moins grand que celui de Porter Jr. Donc en plus, ils ont aussi ce trade exception. Qu'est-ce qu'une trade exception? C'est quand tu as une différence de salaire qui est importante, on te file une exception. Et donc c'est littéralement une enveloppe de 17 millions. Si tu veux, tu peux aller chercher tel ou tel joueur, un autre mec à 17 millions, contre rien du tout. Contre cette enveloppe de cash, entre guillemets cash, tu peux obtenir un mec à 17 millions sur le marché. Donc, attendez, qui est-ce qui pourrait être disponible à ce prix-là et qui est ce contrat? Voilà, je dis n'importe quoi. Donc, il est pas disponible, mais imaginons s'ils veulent, par exemple, un mec comme Max Strus, qui est à 15 millions, techniquement, ils peuvent obtenir Max Strus sans rien envoyer en retour. Parce qu'il y a cette exception. En piste un peu plus probable, peut-être réfléchissons. Je pense qu'un Grant Williams, 13 millions à Charlotte, sur encore 3 ans en plus, ça peut être cool de récupérer un Grant Williams côté Denver, ça me plairait pas mal pour le coup, je dois dire. Qui est-ce qu'on a d'autre? Donc Anthony, non, il va être coupé par Memphis, donc non, il est plus là. Josh Green d'ailleurs aussi à Charlotte, qui est à 12 millions, à peu près dans ce range là, dans cette fourchette là de salaire. Qui est-ce que je vois? Non, je vois pas grand chose. Terrence Mann côté Brooklyn, ouais, c'est pas mal ça. Terrence Mann qui en plus vient de re-signer pour 4 ans il y a pas longtemps, je crois, donc il a encore 11 millions, 15 millions et 16 millions pour 4 ans. Ouais, Terrence Mann, ça me plairait bien. Pourquoi pas Matisse Thybulle qui a pris son option. Alors attendez, peut-être je dis une bêtise, je regarde la mauvaise colonne. Non, Terrence Mann, que 3 ans de contrat, pardon. Je regardais les salaires de cette année et pas de l'an prochain, donc ouais. Donc Grant Williams, 2 ans de contrat, ça peut le faire. Notre ami, on a dit qui, Josh Green aussi 2 ans de contrat, ça peut être cool. Pourquoi pas, qu'est-ce qu'on a dit? J'ai perdu. Oui, donc Matisse Thybulle, ça peut être cool aussi, Matisse Thybulle contre une exception. Enfin bref, il y a des options et en effet, ce trade a permis de faire des économies de luxury tax, donc ça, le propriétaire est content. De repasser en termes de cap, cette fois-ci d'argent sportif, de repasser sous le premier apron et même sous la luxury tax. Donc ça débloque la mid-level qu'on peut utiliser sur un ou deux autres mecs, plus la trade exception. Denver, finalement, c'est quand même pas mal. Je dois dire que dans la comparaison un peu directe entre Cam Johnson et Michael Porter Jr., je préfère presque largement Michael Porter. Mais dans la globalité du contexte, quand on prend en compte non pas le référentiel 1 contre 1, mais global, j'aime bien. J'aime bien parce que ça libère pas mal de possibilités. Donc voilà. Et puis ils ont aussi, autre note de Yossi,
Ils ont aussi accès à la biannuelle exception, l'exception biannuelle, donc une fois tous les 2 ans, exception de 5 millions également. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout, cette exception pour utiliser sur un petit joueur également. Donc voilà pour Denver. On peut clôturer ce sujet-là, je pense. Alors attendez, de qui est-ce qu'on va parler désormais? Tiens, un autre gros free agent, un des plus gros de la soirée, c'est Brook Lopez. Brook Lopez, donc, qui ne va pas aux Pelicans, qui ne va pas chez les Rockets, puisqu'on est passé à autre chose côté Rockets. Je dis ça parce que les Rockets étaient intéressés par Brook Lopez, ils avaient failli le signer il y a pas longtemps, mais avant qu'il reparte aux Bucks. Donc Brook Lopez qui part chez les Clippers pour en plus un contrat assez dérisoire, je trouve. Alors, il est vieux, on est d'accord. Il a quoi d'ailleurs? 38 Non, peut-être pas 38. Il doit avoir autour des 36 ans si Google arrive à réfléchir assez vite pendant que je parle. Ouais, 37 ans. 37 ans cette année, draft 2008, donc pour vous dire à quel point il est vieux. Mais Brook Lopez qui ne va toucher que 9 millions l'année. Il a signé un contrat sur 2 ans, donc contrat court, et 2 ans, 18 millions. Donc 9 l'année, sachant que jusqu'ici, il était payé 20 l'année. Donc c'est une baisse de salaire, mais je trouve ça hyper intéressant. Le fait que les Clippers puissent l'avoir à ce tarif-là, c'est quand même très très bien, parce que c'est pas si cher que ça, et on va se diriger vers un déclin de Brook Lopez. Là-dessus, on est d'accord. Je pense que les Bucks, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pas prolongé. Il n'y a pas urgence de garder Lopez parce qu'il se fait vieux. Cela dit, je trouve que moi, je l'ai pas encore vu les déclins. Il n'est pas si évident que ça. Hein. Je pense pas qu'il y a un déclin pour l'instant en 2025 qui a été immense. Oui, il était considéré Deepoy il y a 1 an ou 2, ou candidat Deepoy ou candidat All Defense, et là d'un coup les Bucks sont pas bons et lui a été nul. Non, je pense pas. Je pense que le déclin va venir, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il fasse une bonne année au moins sur 2 à un très bon niveau, et donc à un tarif qui est largement, je trouve, en dessous de sa valeur sportive. Et en fait, il y a ce truc où tu as une rotation intérieure qui va être assez blindée côté Clippers. C'est vraiment un excellentissime coup, je trouve. Coup, c'est OUP. Un excellent coup, c'est OUT en plus, pour le coup. Pour le coup, c'est OUP. Pardon. Mais non, tu as une rotation Zubats et Lopez. Ça, c'est extrêmement bien. T'as 2 mecs qui sont élites en termes de drop défensif. Donc le fameux, sur le pick and roll, je reste en retrait par rapport au niveau de l'écran, je laisse venir et je protège le panier. Et même, alors attendez, j'ai oublié d'aller vérifier, mais je peux le faire en 2 clics. Je crois qu'on a 2 mecs qui sont dans le top 5 de NBA depuis 2-3 ans en termes de à quel point tu infliges une perte d'efficacité au panier. Bon, alors top 5, ils ne le sont plus, mais ils ont pu l'être par le passé. Et Zubac, par exemple, est le 8e meilleur protecteur de panier de NBA, d'après la stat de à quel point tu infliges aux adversaires en moyenne une perte d'efficacité relative à comment est-ce qu'ils shootent d'habitude. Donc Zubac, par exemple, inflige un moins 9% au panier. Les meilleurs sont autour des moins 12, moins 13, moins 14, par exemple. Et donc Zubac, 8e, juste derrière Gobert. Et Brook Lopez, qui d'habitude, effectivement, était quand même pas mal, était toujours top 5. Hein. Tout ce qui était moins 10%, moins 12%, Lopez était là-dedans. Cette année, on est à peine à moins 5% à Milwaukee. Donc peut-être ça a un peu glissé cette année, mais je pense que pour un backup aujourd'hui, c'est quand même très très cool. Et il y a un peu ce truc de, finalement, t'as enfin le même profil 2 fois. C'est aussi pour ça que l'an passé, t'avais soit Zubac, soit sinon, t'avais Ben Simmons, qui était un peu en playoff, le backup 5, un peu small ball. Alors, t'avais la diversité de line-up, ça c'était très cool. Mais si tu voulais poursuivre dans un style de jeu le drop, tu l'avais pas. Là, tu l'as, et en plus, c'est une option qui également peut shooter, ce que ne peut pas faire Zubats, pardon. Donc ça, c'est très bien. Non, franchement, c'est une excellente signature. Hein. Et pour le coup, 9 millions, si le mec joue 20 minutes par match, on est très très satisfait tout de même. C'est pas du tout de l'argent dépensé ou surpayé, quoi que ce soit. Non, 9 millions 20 minutes, moi ça me va largement. Deuxième move qu'ils ont fait, c'est aussi Nicolas Batum. Batum qu'ils ont re-signé. Alors ils sont assez généreux hein, pour le coup. Ils sont assez sympas avec Batum, qu'ils traitent comme quelqu'un d'assez. Enfin, ils le respectent beaucoup, et notamment à chaque fois, je sais plus qui c'est qui tweetait ça, mais qu'à chaque fois en fait ils donnent à Batum le maximum qu'ils peuvent en termes de salaire. Et donc moi, je m'attendais un peu à un minimum ou pas loin du minimum. Finalement, il a signé pour 11 millions sur 2 ans. Donc, c'est-à-dire quasiment 6 millions l'année. Un peu moins de 6 millions l'année. 5,8 pour être précis. Sur 2 ans pour Batum. Donc, ça, c'est bien. Déjà, c'est bien de continuer à le voir jouer. Donc, ça, c'est le premier élément. Alors qu'il aurait dû s'arrêter il y a 2-3 ans. Mais, d'après certaines déclats. Mais finalement, il va continuer. Donc, voilà. Batum, Brook Lopez et nos amis les Clippers qui avaient une des meilleures profondeurs de banc l'an passé, continue avec Lopez. Batum d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais James Harden a re-signé également. Je sais pas pourquoi il apparaît pas ici, mais James Harden qui a refusé son option à 33 millions l'année,
pour au final signer à 40. Ça m'a un peu surpris. Je dois dire que ça m'a un peu étonné. La revalorisation de salaire à son âge, je pensais que ça irait dans le sens inverse, mais non. Il a signé pour 40 millions l'année sur 2 ans, même si c'est, comme d'habitude, une player option pour l'an prochain. Donc en fait, techniquement, si ça se passe pas bien, il peut de nouveau être free agent l'an prochain. Notre ami James Harden. Donc voilà pour l'instant l'été des Clippers qui donc sont en dessous de la luxury tax. Ils sont à 187, la taxe est à 190 à peu près, et donc il leur reste ils n'ont pas du tout la mid-level eux pour le coup, puisque je crois que ils ont la mid-level pour les taxpayers, pour ceux qui étaient dans la taxe. Il y a la mid-level qui est plus faible à 5 millions. Ils n'ont pas la mid-level que certaines équipes ont on payait pas la taxe l'an passé, donc on a 14 millions à proposer. Bref, c'est une technicalité, mais c'est quand même une enveloppe un peu moins grande. Pour le coup, ils ont aussi des petites trade exceptions de 6 millions et demi et 4 millions 2. Et précision également, ils peuvent aussi avoir encore plus de flexibilité en coupant très simplement Drew Eubanks, qui est un contrat autour des 5 millions. S'ils n'arrivent pas à l'échanger et à l'utiliser pour avoir un petit joueur en retour, ils peuvent aussi le couper. Drew Eubanks, qui est arrivé en février depuis Utah. Et au passage, avec cette signature de Lopez, je crois que c'est plus aussi facile qu'avant de faire venir LeBron James par rapport à notre podcast d'hier. Je crois que l'offre avec Norman Powell, Bogdanovic, Eubanks et Jordan Miller, justement, ça passe pas parce que de l'argent a été dépensé, donc il n'y a pas autant de place pour accueillir LeBron James. Mais ça aurait été marrant, je trouvais. À suivre tout de même. Peut-être que ce sera fait tout de même. Je ne sais pas. Mais voilà pour les Clippers. Avançons. Qu'est-ce qui a été fait sinon Luke Cornett qui s'en va de Boston et qui va signer pour 10 millions l'année sur 4 ans. Enfin, 10 millions l'année x 4. Donc 41 millions pour Luke Cornett côté Spurs. Je suis un peu étonné. Non pas étonné qu'il s'en aille de Boston, parce que Boston n'avait pas forcément des tonnes d'atouts à proposer et n'avait pas beaucoup d'espace. Et puis en plus, Boston, ils sont aussi en période de transition à cause de la blessure de Tatum. Donc à quel point fallait-il le conserver sur un contrat long, je ne sais pas. C'était très très sympathique, c'était une des meilleures rentabilités, je trouve, rapport qualité-prix de cette saison, parce que c'est un mec qui était, on l'a vu, 20-25 minutes de jeu par match, parfois voire plus, sur un contrat qui était ridicule, sorti un peu de nulle part. Là, les Spurs vont le chercher. Pourquoi est-ce qu'ils vont le chercher? Pour le coup, je sais pas trop, mais j'arrive pas trop à décoder un peu le cycle des Spurs. Où est-ce qu'on en est? Parce que l'an passé, ils avaient eu l'air de vouloir accélérer et redevenir vite compétitifs. Là, je dois dire que est-ce que le projet, c'est de le mettre titulaire à 10 millions l'année, à côté de Wemby? Je ne sais pas. Peut-être c'est juste un backup à 10 millions pour justement quand il n'y a pas Wemby. Ça peut être intéressant. C'est vrai que lui aussi, pour le coup, il n'y a pas de shoot. Offensivement, c'est pas mal du tout offensivement. Alors pas sur le shoot, mais ça prend des bonnes décisions balle en main en termes d'extra passe, voire même un peu en mouvement par moment. Et puis même en termes de protection de panier, en fait, c'est vrai que c'est sous-estimé, je ne sais pas, mais c'est par exemple la perte d'efficacité qui est infligée au panier. Lui, c'est pas un gros volume, donc c'est pas comparable avec des Gobert, etc. Mais minimum 3 tirs défendus par match au panier. On est à moins 12% d'efficacité infligée au panier, de perte d'efficacité infligée au panier. Donc on est clairement parmi l'élite, comme dit, ces chiffres-là, entre 10, 12, 13%, de moins 10, moins 12, moins 13% à peu près, c'est l'élite. Donc il y a ça, il y a cette protection de panier. Donc je pense que l'idée, c'est de se payer pas cher et en plus sur un contrat long, côté Spurs, un backup de très 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 bonne qualité défensif, au moins. Et qui en plus, je pense qu'avec le shoot de Wemby, si Wemby peut un peu espacer le terrain et jouer en catch and shoot, voilà, ça peut faire parfois des minutes avec les deux ensemble sur le terrain. Et donc les Spurs signent Cornett avec la mid-level. Ils avaient une mid-level à 14 millions eux pour le coup. Donc ils peuvent utiliser ça pour les 10 millions par an de Cornett. Donc voilà, ils sont encore très très en dessous de la luxury tax. Ils sont à peine à 170 millions de salaire de masse salariale. La taxe elle est à 190. Je le répète parce que c'est pas évident à retenir. Mais voilà, donc pour l'instant c'est un peu. Les finances sont assez saines. Côté Spurs, il n'y a pas du tout d'urgence et ils ont encore 4 millions et demi à peu près de restants à dépenser, plus l'exception biannuelle de 5 millions, la biannuelle. Donc peut-être que le marché n'est pas fini pour aller chercher encore un ou deux free agents en plus. Et puis après, il y aura peut-être à s'occuper, alors peut-être pas maintenant, mais en cours de saison, Harrison Barnes c'est en fin de contrat. Notamment, il faudrait peut-être prolonger ça. Et puis oui, De'Aaron Fox aussi, fin de contrat, mais ça peut-être que ce sera un gros dossier pour l'été prochain, selon si on peut faire Luka Doncic ou pas. Je ne sais pas, donc voilà. Tiens d'ailleurs, j'avais oublié d'en parler, mais vu qu'on parlait un peu de Milwaukee avec Brook Lopez, donc les Bucks qui perdent Brook Lopez, c'est vrai que ça, d'un point de vue sportif, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Alors il est vieux, d'accord, je peux comprendre qu'on le laisse partir, mais maintenant comment est-ce qu'on va faire pour le remplacer? Il y aura plus Brook Lopez, il y aura plus Lillard.
pas l'an prochain. Il y aura plus Middleton qui est déjà parti. Ils ont fait 2-3 moves, donc ils ont re-signé Bobby Portis. Ils ont re-signé, ouais. Non, ils n'ont pas pris l'option, ils l'ont re-signé. Donc voilà, Portis a été re-signé, d'accord. Et à l'ouverture de la Free Agency, ils ont également re-signé Taurean Prince et Gary Trent Jr., donc leurs deux 3&D pour des petits contrats petits en termes de taille et de longueur. À peine 2 ans de contrat pour Taurean Prince et Gary Trent Jr., à 3 millions l'année et demi chacun. Donc voilà, c'est grosso modo, on sait pas trop ce qu'on va faire avec Giannis, mais si on part encore pour au moins une année avec Giannis, voilà, on a deux 3&D sympathiques sur du contrat court, donc on s'engage pas pour plus longtemps au cas où on reconstruit derrière, et puis au pire on peut les bouger, donc voilà, à ce tarif là ça me va, hein. Taurean Prince que j'aime bien on-ball, pas trop off-ball, mais ça me va, pareil pour Gary Trent, ok, tarif là, très cool. Après c'est pour faire quoi quand tu as que Giannis et autour c'est Prince et Gary Trent, je ne sais pas. Ils ont aussi d'ailleurs re-signé Kevin Porter Jr., qui était venu depuis les Clippers en cours d'année l'an passé et qui avait fait, bon voilà, il avait pris des ballons parce qu'il fallait bien quelqu'un créer un peu balle en main, donc il l'a fait et il a été re-signé lui pour 2 ans également et 5 millions et demi l'année. 11 millions sur 2 ans. Et à noter, précision de Yossi qui nous dit que les Bucks, en re-signant Porter Jr. via la biannuelle, l'exception biannuelle de 5 millions, c'est ça qu'ils ont utilisé pour donc les 5 millions de Porter Jr. Ils se sont hard capés dans le premier apron. Alors, ça veut pas dire qu'ils sont dans le premier apron. Ça veut pas dire qu'ils sont au-dessus de la limite du premier apron. Ils se sont hard capés. Qu'est-ce que ça veut dire hard capé? Ça veut dire que tu t'engages à ce que, enfin tu t'engages, tu es forcé pendant toute la saison, tu ne pourras jamais dépasser le seuil du premier apron. Même pour, on fait un trade et puis 2 jours après on en fait un autre. On fait un trade qui dépasse, on va à 195 millions et en fait 2 jours plus tard tu refais un autre trade pour redescendre. Non, ça ce n'est pas possible. Quand tu te hard cap, ça veut dire que littéralement tu ne peux pas pendant toute la saison dépasser donc cette fois le premier apron. C'est un peu c'est des subtilités de cap, mais grosso modo c'est un peu l'idée. Et donc voilà pour les Bucks qui ne sont que à 167 millions de masse salariale. Donc on est bien en dessous de la luxury tax, hein. Ils ont 20 millions d'écart, plus de 20 millions d'écart pour atteindre la luxury tax. Donc là-dessus, ils sont un peu tranquilles. Il n'y aura pas de taxe cette année. En même temps, c'est bien parce qu'il n'y aura pas Lillard. Et il leur reste encore pour se renforcer. Ils ont 14 millions de la mid-level. Voilà, donc eux, ils pourront faire ça. Et puis, ils ont 7 millions de trade exception. Mais après, bon, là, on parle des Bucks, des petits moves sportifs qu'ils font. Mais la plus grande question, c'est que se passe-t-il avec Giannis, en fait? Faut retenir aussi le fait qu'ils n'ont pas leur pick pour 26. Leur pick, justement, c'est le même pick que les Pelicans. C'est-à-dire que ça date du trade de Jrue Holiday. Et en fait, c'est un pick swap. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un échange de pick entre Pelicans à la base, hein, entre Pelicans et Bucks, où finalement les Pelicans avaient le droit de choisir, de prendre le meilleur des picks qui sera le plus haut entre celui de New Orleans et celui des Bucks. En l'occurrence, les Pelicans ont échangé ce pick, donc en fait les Pelicans n'ont plus rien, et donc ce sera Atlanta qui pourra choisir et qui obtiendra le meilleur pick entre le résultat de la saison des Pelicans ou le résultat de la saison des Bucks. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que au final, on parle de Giannis qui potentiellement peut être échangé. Bon, il a fait des déclarations comme quoi non, il veut pas, il veut rester, etc. Mais de toute façon, même si tu voulais faire tout péter cet été, c'est vrai que tu n'avais même pas ton propre pick pour tanker et avoir un pick top 3. Donc c'était aussi à prendre en compte, mais c'était aussi pour cela que nous, on s'imaginait que ça puisse tomber avant la draft. Parce que certes, tu n'aurais pas eu ton pick en fin d'année 2026, donc tu aurais tanké en 26 sans Giannis et ton pick top 3, tu l'aurais pas eu, d'accord? Mais tu aurais pu échanger Giannis avant la draft et surtout contre le first pick, le second pick ou même le third pick. Alors, le third pick aux Sixers, peut-être pas, mais on parlait beaucoup des Spurs. Voilà, peut-être que tanker en 26 sans avoir la récompense au bout, c'est moins grave que si de base t'as Dylan Harper et que tu démarres. C'est comme si en fait Dylan Harper tu l'obtiens maintenant plutôt que l'été prochain à la fin d'une année de tanking. Vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, tout ça est un peu à garder en tête vis-à-vis de Milwaukee, mais cela dit, malgré les déclarations de Giannis, malgré le fait que rien ne s'est passé avant la draft, on a eu des news tout de même comme quoi, je sais plus qui, je crois que c'est Brian Windhorst, qui a dit qu'il y a pas mal d'équipes qui pour l'instant ne feront rien parce qu'elles surveillent quand même d'un coin de l'œil au cas où si ça pourrait pas se déverrouiller un peu cette situation de Giannis, notamment les Spurs qui on les a tout, hein. Ils ont Keldon Johnson à 17 millions plus De'Aaron Fox à 37 qui est en fin de contrat, mais ça peut largement suffire à monter jusqu'aux 50 de Giannis, oui pardon. Donc voilà, il y a plein d'équipes comme ça un peu intéressées qui surveillent d'un coin de l'œil les Bucks, et c'est vrai que autant la situation de leur choix de draft peut faire penser qu'ils vont pas tanker,
autant le fait qu'il y a blessure de Lillard, tu laisses partir Lopez, il n'y a pas beaucoup de mots sportifs qui vont t'aider. Enfin, c'est quoi le projet, quoi? Est-ce que ça va être gâcher une année de prime de Giannis qui va juste faire en sorte que son équipe nullissime, grâce à la force de son talent, elle va être 6ème de conf et sortir au premier tour? Peut-être, mais c'est gâcher une année de prime. C'est un peu dommage. Donc je pense que c'est peut-être pas fini au niveau de Giannis et de Milwaukee pour cette année. D'ailleurs, vu que j'y parle maintenant, vu que j'y pense maintenant, pourquoi pas Ayton, hein. Ayton pour aussi prendre la mid-level à 14 millions chez les Lakers, mais pourquoi pas chez les Bucks. C'est vrai que moi, pour le coup, il n'y a pas le 3 points. Ce qu'avait Lopez, Ayton, lui, il n'a pas à 3 points, il a seulement la portée de tir jusqu'à 2 points, sur des pick and pop à 2 points, donc c'est un peu dommage. Mais j'avoue que sur un pari à relancer, tu peux un peu, voilà, c'est un bon défenseur de drop également. Une raquette défensive avec Ayton, ça peut aussi fonctionner pas mal. Voilà, pourquoi pas ce pari-là pour un peu le relancer ou pour au moins être un peu compétitif. Parce que c'est vrai que d'autres pivots sur le marché, il n'y en a pas trop. Vu que Capella, ça y est, il est parti. Vu que Potel, ça serait pas un trade, je suis pas sûr que Milwaukee veuille faire ça. Vu que Claxton serait pas un trade, pareil, je suis pas sûr que Milwaukee veuille faire ça. Donc, je pense que Ayton est une possibilité assez réelle à Milwaukee qui ne coûterait pas si cher que ça s'il accepte la mid-level et qui permettrait un certain niveau de compétence. Mais ça ne permettrait pas d'être champion. Tiens d'ailleurs, puisque je parle un peu de Ayton, un petit point financier sur les Blazers qui, en coupant Ayton, ont gardé, ils ont dû concéder 10 millions, je crois. Donc il était 35 et je crois que Ayton a laissé sur la table 10 millions. Donc je crois que les Blazers, ça s'est un peu fait comme ça, ils vont lui payer hors salary cap, mais ils vont lui payer 25 millions. C'est un peu comme ça que ça marche, les rachats de contrats. Mais donc, sans Ayton et ses 35 millions, ils sont désormais pas mal, hein, financièrement. C'est-à-dire qu'ils sont 20 millions en dessous de la luxury tax. Ils sont à peine à 144 millions de masse salariale, donc c'est quand même pas mal, hein. 144, on a dit. Le cap est à 154. Donc déjà 10 millions par rapport au cap, ils ont de l'espace encore. Ils sont même bien en dessous de la luxury tax qui est à 190 et bien en dessous du premier apron et du second apron. Et donc les Blazers qui veulent, à mon avis, être compétitifs vu leur fin de saison passée, leur deuxième partie de saison passée, vu l'ajout de Jrue Holiday, peut-être qu'ils vont le garder. Ils ont plein de rookies et plein de jeunes, hein, donc ça d'accord, mais peut-être qu'ils peuvent et ils veulent être compétitifs, donc peut-être que pour des free agents un peu de chapeau 2, on va dire, ça peut être aussi une destination. Ils ont débloqué désormais la mid-level à 14 millions, donc ça peut être utilisé. Encore une fois, pourquoi pas Malcolm Brogdon ou des mecs comme ça, Duncan Robinson, ce genre de joueurs peut-être. Ils ont aussi la biannuelle à 5 millions, voilà, ils ont une trade exception à 7 millions aussi, donc ça peut aller chercher un bon petit joueur, je pense aussi. Ils peuvent faire des sign and trade aussi. Et tout ceci en évitant la taxe, donc c'est quand même pas mal du tout. Donc je pense que les Blazers n'ont pour l'instant rien fait sur le marché, mais maintenant qu'ils ont coupé Ayton, ça peut démarrer et ça peut aller chercher des free agents, non pas chapeau 1, mais chapeau 2 ou chapeau 3. Je pense que c'est largement envisageable. De quoi est-ce qu'on n'a pas parlé encore ? Ah tiens, si Boston a perdu Cornet, mais ils ont pris Luka Garza. Vous savez, l'intérieur un peu stretch big des Wolves à l'époque, de l'an passé du coup, jusqu'à l'an passé, signé pour 2 millions l'année, 5 millions sur 2 ans. Voilà, c'est un pivot, je pense qu'il faut un peu le pari pas cher. Voilà, il faut bien un mec pour jouer pivot, si je caricature un peu. Donc voilà pour Boston, c'est pas très cher et ça ne les engage en rien. Sinon, les Mavs qui avaient déjà prolongé avant la free agency Irving, prolongation qui était pas mal, hein, pour le coup, qui était pas mal pour les deux camps, je trouve, parce que Irving était blessé, donc il comptait rentrer en free agency cet été, mais il s'est blessé en mars, c'était un peu embêtant. C'est pas à ce moment-là que tu vas avoir les plus belles offres, évidemment. Donc lui, il avait un peu intérêt à prolonger autrement ou avoir une bonne offre, pour le coup. Et de l'autre côté, les Mavs aussi, l'avoir pour un meilleur tarif, un peu moins cher, ça les arrange aussi. Donc Irving, contrat sur 3 ans, en tout cas prolongation plutôt, sur 3 ans, autour des 35 et 40 millions, je crois, selon les 3 années. Donc c'est pas mal comme tarif, c'est un peu plus bas que ce qu'on aurait pu penser. Donc ça, c'est bien. Désormais, il lui reste 3 ans de contrat et 120 millions. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Et donc, deuxième signature en free agency cette fois-ci pour compenser le fait qu'il sera absent, Irving, jusqu'à au moins le mois de janvier 2026, puisqu'il s'est fait le genou. Donc il vise un retour en janvier, mais c'est pas encore fait. D'Angelo Russell a été signé du côté des Mavs. Russell, c'est pour 11 millions sur 2 ans, et donc c'est 5 millions l'année. Franchement, à ce tarif-là, Russell, c'est quand même pas mal du tout. Le problème, c'est quand il était aux Lakers, ou dans d'autres équipes, mais quand il était aux Lakers, ça a plus de 20 millions, ou un peu moins de 20 millions, je sais plus. Mais clairement, c'était un joueur un peu trop défaut, un peu trop certains compromis, ou pas assez bon.
Clairement, c'était quelqu'un qui, à 20 millions l'année ou pas loin des 20 millions, c'est un peu dommage parce que il est pas mal pour certains trucs, le spacing, le passing un peu statique, mais voilà, c'est peut-être un peu trop payé pour ça. Là, à 5 millions l'année et quelques, pour faire un peu la transition, pour un peu porter la balle, bah ça c'est très cool. D'ailleurs, excellente remarque aussi que j'ai vu sur Twitter de l'excellent Polarfall, Skyfall, sur Twitter, qui est un docteur en biomécanique, qui faisait partie de The Stepien, le site de scouting à la pointe, etc., qui nous disait c'est très cool parce que justement, lui, il a un côté stasseur passionnaire, ça on l'a déjà bien expliqué sur le Basket Lab. Donc c'est-à-dire que c'est pas un mec qui va être très dynamique en sortie de dribble, driving kick, pick and roll, etc. C'est plutôt un excellentissime passeur, précision pure. Russell sur du passing où lui ne bouge pas trop. Et c'est vrai que quand tu vois l'effectif des Mavs, c'est bien parce qu'il y a des mecs qui peuvent jouer comme ça. C'est-à-dire des Klay Thompson, par exemple, qui fait du jeu en sortie d'écran. Et ça, c'est pas mal parce que Russell peut rester un peu de manière stationnaire et servir des mecs qui font des sorties d'écran. Donc ça, c'est bien. Plus aussi, pas que la sortie d'écran pour du shoot, notamment Davis. Davis qui fait des pin down, donc c'est-à-dire un écran, il part ligne de fond, un écran qui remonte vers le haut. Et puis ensuite, à partir de là, il enchaîne sur soit un shoot, soit il capte la balle et il attaque le panier. Donc voilà, ça, ce genre de truc, c'est vrai que mettre Russell là-dedans, c'est assez cool. Et puis en plus, on répète, c'est à faible prix, donc c'est pas très dérangeant de l'avoir à ce tarif-là. Et puis quand Irving va revenir, Irving sera un peu plus le créateur offensif, donc ça, c'est très bien. Donc voilà pour Dallas qui, oui, on l'a pas dit aussi, mais j'en ai parlé hier dans le podcast de LeBron, mais il a prolongé son contrat avant le début de la free agency. Donc l'inconvénient pour lui, c'est qu'il est de suite disponible pour des trades. Il peut être échangé, il n'y a pas de période de restriction de trade, comme un nouveau signé ne peut pas être échangé pendant 3 à 6 mois, d'accord. Par contre, quand tu fais une prolongation un peu en interne et avant la free agency, tu peux être disponible de suite si la somme n'est pas énorme, etc. Enfin, il y a des critères, mais on s'en fiche. Mais donc il lui reste désormais 4 ans de contrat, je crois, 3-4 ans. Gafford, il a été signé pour 14 millions l'année. Donc ça, c'est bien parce que Lively a été blessé. Tu as désormais Davis. Davis veut jouer poste 4, on ne sait pas pourquoi, mais tant mieux pour lui. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as un peu cette rotation très dense à l'intérieur entre Gafford, Lively et Davis. Donc tu peux un peu alterner. Si Davis veut absolument jouer poste 4, toujours avoir un pivot autour. Ou sinon, à terme, tu pourras aussi échanger notre ami Gafford ailleurs. Notamment peut-être aux Lakers, un jour, dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas. Mais clairement, c'est une option assez intéressante parce que tu gardes sous contrat un mec qui, à mon avis, peut avoir pas mal de valeur sur le marché. En plus, pas si cher que ça, 14 millions, plus sous contrat pour encore 3 ans. Donc voilà, c'est quand même bien, je trouve, pour Dallas d'avoir cette carte de on peut le faire jouer, il va être utile sportivement, mais en plus, on peut le rééchanger plus tard, même très bientôt, si, imaginons Luka Doncic ou les Lakers sont un peu en panique, ah mince, on n'a pas trouvé de pivot, il nous faut un pivot, allez, tiens, on te file tel contrat plus un tour de draft pour Gafford. Voilà, c'est toujours intéressant. Donc voilà pour la situation de Dallas, les Mavericks. Et un point sur les finances de Dallas qui sont désormais à 204 millions de salaire. Donc c'est quand même très élevé pour Dallas. Et ils sont surtout hard capés. Donc ils ne peuvent pas dépasser, de toute la saison, ils ne pourront jamais dépasser le second apron. Ils ne pourront pas, via des trades, via des moves, rentrer dans le second apron. Non, ils sont hard capés dans le second apron. Donc ils ne sont pas encore dans le second apron, ils sont en dessous. Le second apron est à 207, ils sont à 204. Mais ils ne pourront jamais le dépasser. En même temps, c'est peut-être pas très important puisque ils ont déjà leur roster de 15 joueurs et voilà, il n'y a pas beaucoup non plus besoin de beaucoup plus de choses. Mais d'ailleurs oui, je précise, c'est très important qu'ils ne soient pas dans le second apron. Ils sont peut-être handicapés, ils pourront pas le dépasser, mais ils n'y sont pas. Et donc, quelle est un peu la conséquence, c'est que ils peuvent encore faire des échanges avec plusieurs joueurs combinés. C'est un peu la grosse punition du second apron, c'est que quand tu es au-dessus du second apron, tu ne peux pas faire un échange en mode, par exemple, PJ Tucker plus Gafford. Ça, c'est interdit. C'est quand tu es le second apron, c'est interdit. Tu peux échanger qu'un joueur à la fois. Donc là, en étant un peu en dessous, il n'y a pas beaucoup de flexibilité financière, on va dire. Ils ne peuvent pas signer encore un mec à 2 ou 3 millions l'année. Non, ça non. Par contre, si un trade se présente, ils sont premier apron, donc ils peuvent encore combiner Washington plus Gafford, hop, et t'envoies ça contre un mec à 20 millions, par exemple, ce genre de choses. Donc ça, c'est important à noter pour les finances de Dallas. Sinon, on arrive à la fin à peu près, je crois que Détroit aussi a fait 2-3 moves. Alors Détroit, ils ont prolongé Paul Reed pour pas grand-chose, 5 millions sur 2 ans, 5 millions par an sur 2 ans. Donc voilà, c'est pas pour un pivot backup, Paul Reed. Moi, je suis pas hyper fan, j'avoue. Je sais que c'est un peu le chouchou des hipsters parfois de draft ou des hipsters, de certains hipsters.
il le fut en tout cas. Je suis pas hyper convaincu, moi, mais d'accord, à ce prix-là, oui, tu le prends tous les jours, donc c'est très bien. Et deuxième signature, ça a été aussi Caris LeVert, puisque Paul Reed n'a coûté que 5 millions l'année. Caris LeVert est signé à 14 millions, allez, 15 millions l'année, x2, donc quasiment 30 millions sur 2 ans. Et je pense que Caris LeVert signe ici. Pourquoi ? Parce que malheureusement pour lui, financièrement, mais Malik Beasley est un peu dans des histoires de paris sportifs. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Mais Beasley, il y avait une prolongation qui était en train de négocier pour rester à Détroit, parce que c'était un élément important des Pistons, Beasley. Et en l'occurrence, c'est tombé 1 ou 2 jours avant la free agency. Voilà, enquête en cours. En plus, c'est très sérieux hein, là-bas. C'est un crime fédéral, je crois, comme ils disent. Donc, enquête en cours. Pour l'instant, prolongation mise en pause. Et donc, l'argent a été utilisé pour Caris LeVert. Je dois dire que à ce prix-là, j'aurais préféré Robinson, moi. Duncan Robinson. En plus, remplaçant style de jeu, ça remplace un peu plus facilement Beasley. Ce que faisait Beasley en sortie d'écran. Et cette création de jeu un peu indirecte. Bref, donc LeVert à Détroit, pas très fan. Je dois dire que je suis pas très fan. Parce que, je suis pas fan du joueur. Je sais qu'il fait une plutôt bonne année, plutôt bon début de saison l'an passé, parce qu'en fait les 3 points rentrent. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été très inefficace, pour le coup en termes de création avec ballon, mais aussi off-ball, il a pas beaucoup d'utilité. Tout de même, bonne défense. Donc ça, je pense que c'est ce qui est bien, c'est qu'il a fait de bonnes saisons défensives. Je trouve qu'il s'est bien amélioré défensivement, en étant coaché par qui ? Par JB Bickerstaff à Cleveland. Et donc là, qui est le coach de Détroit ? C'est évidemment JB Bickerstaff. Donc ceci s'explique comme ça, je pense. Donc je suis pas hyper fan, mais je peux comprendre. Je peux comprendre l'idée. Tiens, on n'en a pas encore parlé, mais Jack LaRavia va chez les Lakers. C'est le seul move en remplaçant peut-être de Finney Smith, mais bon, c'est pas exactement le même niveau de joueur. Cela dit, le tarif est pas mal. Le tarif est pas mal. C'est à 6 millions l'année sur 2 ans. Donc deux choses, c'est bien parce que c'est pas cher pour un 3&D qui avait un peu commencé à émerger enfin en 4e année NBA l'an passé. D'ailleurs, Memphis l'avait échangé parce que, ah mince, il devient bon et nous, on ne pourra pas le prolonger. Donc, on l'échange à Sacramento. Donc, premièrement, c'est pas un mec qui va remplacer en termes de qualité Finney Smith. Deuxièmement, c'est quand même tout de même à 6 millions un très bon coup, je trouve. Un mec qui peut défendre correctement, mais surtout être un bon shooter à 3 points, un bon ailier finalement à côté de Doncic. Donc, ça, c'est bien à ce tarif-là. Mais c'est vrai que pourquoi est-ce que les Kings ne l'ont pas prolongé ? Moi, je pensais que le coup. Ce en quoi le coup COIP était très bon, c'est qu'il récupère un mec et il récupère ses droits. Vu que voilà, c'est un mec qui a été drafté il y a 4 ans, tu le récupérais 6 mois avant de sa free agency, il aurait pu être restricted free agent, je sais plus s'il avait été ou pas, mais bref, les Kings en tout cas ne le conservent pas. Alors que le seul intérêt de récupérer un mec comme ça, je pense, c'est que tu peux le prolonger, tu as ses droits, tu peux t'aligner sur n'importe quelle offre, et tu pouvais même dépasser le salary cap si besoin est, parce que tu as ses droits. Non, finalement, non. Les Kings, non. Alors, cela dit, il n'y a pas eu de move côté Kings, mais je peux vous préciser qu'il y a plein de rumeurs comme quoi, en fait, tout pourrait exploser aux Kings. Finalement, c'est la grande braderie, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Je crois que c'est Zach Lowe qui en parlait, qui dit il ne faudra pas être surpris si on ne sera pas surpris quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que ils se disent, bon, finalement, Sabonis, pourquoi pas être échangé. Zach LaVine, qu'on vient d'obtenir pour faire un push pour les playoffs, peut être disponible. Qu'est-ce qu'il y a ? Malik Monk aussi a été mis sur le marché apparemment il y a une dizaine de jours. Donc Malik Monk qui est à 20 millions l'année, je crois, peut être sur le marché. Enfin bref, ça pourrait être la grande braderie côté Kings. Et c'est peut-être pour ça que Jack LaRavia, qui est un role player intéressant pour une équipe compétitive, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas été re-signé, parce que peut-être que on ne cherche pas à être compétitif. Donc voilà, le point sur les Kings, il est fait. C'est pas de la free agency, mais Davion Mitchell aussi a été re-signé, prolongé. Voilà. Exactement ce dont je parlais, c'est pas fait exprès pour le coup, je vous jure. Mais Mitchell, c'est ça. Mitchell, ils ont récupéré les droits de Mitchell en février dernier, depuis Toronto. Et donc, tu profites que tu as ces droits, tu peux le prolonger. Et c'est ce que Miami a fait. Donc Miami l'a prolongé sur 2 ans, 24 millions sur 2 ans, donc 12 millions l'année, pour quelqu'un qui, franchement, moi, j'y croyais pas trop. Non pas que la défense soit pas bonne, c'est un des meilleurs défenseurs de NBA sur la défense purement. Mais jusqu'ici, l'attaque n'était peut-être pas assez viable pour que le mec puisse jouer beaucoup, malheureusement. Mais la fin de saison à Miami a été quand même de très très bon niveau, je trouve. Donc, bon, ça va pas être la pierre angulaire du projet, je pense pas. Mais je pense qu'on a potentiellement un mec de rotation qui, sur les playoffs, même a montré que peut-être que ça peut passer. Peut-être qu'il peut être assez bon en attaque. Peut-être que le shoot peut juste assez rentrer. En tout cas, à 12 millions, c'est soit pour un mec en bonus, un mec en sortie de banc, un joker, ça va, à ce tarif-là. Et s'il peut être plus que ça, c'est très cool. Si le mec vient jouer 25, 28, 30 minutes de jeu par match à Miami, payé 12 millions,
bah c'est génial. Donc franchement, j'aime beaucoup ce move de la part de Miami. Les dossiers à Miami qui seront à suivre, c'est l'objectif. Quel est l'objectif? Est-ce que vraiment on veut du cap space 2026 et donc comme il se murmure, on échange, on libère notre ami Wiggins parce que il a 2 ans de contrat, donc on chercherait à l'échanger pour pouvoir avoir du contrat finissant à la place. Je sais pas s'ils vont oser faire ça et si vraiment ils vont tout mettre en place pour 2026. Les autres cas, c'est quoi? C'est Rozier d'ailleurs, Terry Rozier qui est en fin de contrat également et qui a été lavé de tout soupçon. Donc ça, je ne questionne rien, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, la NBA a dit non, c'est bon, il peut jouer. Et l'enquête qu'il y avait sur les paris sportifs sur lui, c'est bon. On a banni à vie John T. Porter. Bon, je suis pas dans le dossier, donc peut-être qu'en effet, il n'y a rien. Mais voilà, donc Terry Rozier revient, ça va un peu faciliter les choses, je pense, s'ils veulent l'échanger ou même le faire jouer. On verra ça. Et puis, Miami, qu'est-ce qu'il y a toujours qui est-ce qu'ils peuvent échanger ou pas, hein, c'est un peu toujours ça le refrain. Mais oui, Duncan Robinson qui n'a pas pris son option et donc peut-être on travaille sur une prolongation avec lui. Est-ce qu'on fait revenir Duncan Robinson pour plus longtemps que seulement 1 an? Ce sera à suivre également. Je sais pas, moi je l'aime beaucoup, hein, Robinson, donc peut-être que ce serait intéressant de le faire revenir à un certain salaire mais pour plusieurs années. Comme ça, au pire, quand tu fais des gros coups à la Free Agency 2026, t'as Robinson à côté, c'est cool sportivement. Ou alors, si tu le re-signes sur 3-4 ans, bah, tu peux ensuite le rééchanger. Plutôt que là, le laisser partir pour rien. Donc voilà, ça on l'a fait. Tyus Jones, d'ailleurs, qui va à Orlando. Le meneur backup Tyus Jones qui part pour 7 millions. Au passage, un peu ironique, puisque Memphis, qui l'avait échangé, parce qu'il ne voulait pas le prolonger, Tyus Jones, donc il l'avait envoyé à Washington, qui ensuite à Washington, il est devenu free agent, il a eu aucune offre, donc il a signé au minimum du côté de Phoenix, ça vous le savez. Non mais c'est un peu ironique parce qu'au final, vous avez vu que Memphis a signé Ty Jerome à, combien on a dit, 9 millions. Bon, bah finalement, est-ce que tu n'aurais pas pu depuis tout ce temps juste garder Tyus Jones pour ce tarif-là à 7 ou 8 millions? Je ne sais pas, mais bref. Donc Jones qui va à Orlando, meneur backup, c'est pas mal. C'est un peu cher pour un meneur backup, mais à la limite, il paraît qu'il y avait un peu le marché, il y avait un marché pour lui. Il y avait pas mal de concurrence, donc bon, ça me va. Je trouve ça un peu cher pour un meneur backup, mais surtout que bon, tu n'as plus Cole Anthony, qui était un peu le meneur backup de facto, qui d'ailleurs Cole Anthony va être coupé par les Grizzlies. Hein. Il est arrivé depuis le trade de Bane, et ensuite il va être coupé, donc Cole Anthony sur le marché, sans doute. Mais voilà, Orlando, de la compétence en meneur backup, un gestionnaire comme on dit. Le problème c'est que en attaque, il va pas créer grand chose pour lui-même en termes de scoring. Mais c'est un mec qui défend pas mal. Alors, limitation à cause de la taille, mais ça tient le coup défensivement. Donc ça, pour Orlando, c'est pas mal. Ça tient la balle pendant que peut-être il faut servir en sortie d'écran, Franz Wagner ou des trucs comme ça. Bon, ou Desmond Bane d'ailleurs. On retrouve le duo avec Desmond Bane. Donc ça, c'est vrai que quand tu as un shooter en sortie d'écran type Desmond Bane, c'est quand même très pratique d'avoir un mec qui passe la balle et qui sait passer. Et donc un vrai meneur de métier qui, à ce côté, moi je connais le timing, la précision de faire la passe pour le mec qui sort de l'écran. Parce que Paolo Banchero et Franz Wagner sont de très bons créateurs, passing, pick and roll, driving kick, etc. C'est vrai que c'est pas des meneurs dans l'âme, donc ils ont pas ce truc des vrais meneurs. On leur apprend depuis toujours voilà, ce côté, tu tiens la balle, t'attends, sortie d'écran, tu le serres comme ça, tu es obligé de lire, tu dois lire comment est-ce que le shooter fait sa course, est-ce qu'il triche, est-ce que le défenseur triche, donc le shooter s'écarte, etc. Donc voilà, pour ce côté-là, je dois dire c'est pas mal. C'est pas mal parce que Desmond Bane sera bien servi peut-être par un Tyus Jones. Donc voilà, et puis point rapide, donc sur les finances d'Orlando également, ils sont à 187 millions Orlando, sachant que Paolo Banchero et Tutti Quanti n'ont pas été prolongés encore. Hein. Donc ça va tomber l'été prochain. Enfin, ça pourrait tomber cet été, la prolongation. Mais la prolongation ne rentrera en compte le gros salaire que pour 2027. Donc peut-être que là, on aura cet été contrat maximum annoncé pour Banchero, mais ça ne prendra effet que pour 2027, pas pour 26. Donc ce qui fait qu'en 26, on a encore le petit contrat de Banchero, tant mieux, contrat rookie. 187 millions de masse salariale pour l'instant, donc vous voyez qu'on est en dessous de la taxe qui est à 190 millions, donc pas de taxe côté Orlando, pas de premier apron et de second apron non plus, bien sûr, puisque c'est des échelons au-dessus. Il leur reste encore la mid-level à 7 millions, et ils sont hard capés dans le premier apron, donc ils ne pourront pas dépasser le premier apron de toute la saison. Donc voilà, ils ont aussi la biannuelle exception à 5 millions. Donc on verra comment est-ce que tout ça va s'organiser. Est-ce qu'on va pouvoir faire 1 ou 2 ajouts en plus peut-être côté Orlando. Mais voici pour le Magic. On va arriver à la fin, je pense. Tiens, les Sixers, de bons coups. Un qui a été fait avant la Free Agency, c'est Justin Edwards, que j'aime beaucoup. Je pense qu'il va être dans ma All Hipster Team de l'an prochain, qui a été re-signé pour 2 ans.
Justin Edwards, qui était un rookie l'an passé, et un rookie un peu spécial parce que c'est un mec qui sortait de Kentucky, je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Kentucky. Enfin bref, c'était un lycéen à ses côtés, qui était un peu tombé à la draft. Donc au final, il a fait en plus une bonne saison parce qu'il y avait la place du côté des Sixers l'an passé. Donc il s'est un peu montré très jeune, 21 ans à peine, assez talentueux, un cursus de lycéen à ses côtés. Ouais, c'est ça, il était carrément le 3e meilleur lycéen dans ce qu'on appelle le consensus, le RCSI, le consensus de tous les classements lycéens. Il était considéré à l'époque comme le 3e meilleur lycéen de tout le pays. Bon, c'était pas une énorme classe de lycéens, cette QV 2023, mais derrière Isaiah Collier, vous savez, le petit meneur de Utah, qui était allé à USC, derrière Ron Holland, qui était 2e de cette QV, et donc 3e meilleur lycéen de la QV de lycéens de 23, c'était Justin Edwards, qui était allé à Kentucky, qui s'est un peu implanté à Kentucky, mais parce que on embrasse John Calipari, évidemment, et on embrasse aussi d'ailleurs Aaron Bradshaw, 4e Kentucky, on l'embrasse, merci Calipari. Mais voilà, il y a du talent, et du talent pur. Franchement, il y a du talent pur. Tu le re-signes pour pas cher du tout, pour 3 ans. En plus, excellentissime coût, je trouve, parce que ça coûte rien du tout, et ça peut être un bonus s'il développe son potentiel, donc ça c'est très bien. Et puis deuxième signature cette fois à la Free Agency, ils sont allés chercher un autre de mes mecs que j'avais dans ma All-Hipster Team il y a 2 ans cette fois-ci, un jeune qu'on aime bien, c'est Trendon Watford. Le frère de mon chouchou de all time, Christian Watford. Mais non, Trendon Watford, c'est le petit frère. Vous savez, c'était le mec qui a commencé aux Blazers, un espèce de délié assez grand, qui a un peu de passing assez intelligent, donc passing défense, qui était aux Blazers, qui était ensuite à Brooklyn pendant 2 ans. Et donc là, il vient depuis Brooklyn, il est signé pour 2,5 millions l'année, sur 2 ans, là encore. Donc je trouve un plutôt bon coup de la part des Sixers à bas coût. Donc voilà. Tiens, vu qu'on a parlé de Tyus Jones qui va à 7 millions à Orlando, son petit frère Trey Jones, ancien de Duke, qui le bat, puisque lui, il prend un contrat à 8 millions l'année. Non pas 7, mais 8 millions l'année, et en plus sur 3 ans. Voilà, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Côté Chicago, on l'a obtenu en trade pas l'été dernier, pardon, en février, puisqu'il était aux Spurs à l'époque. Souvenez-vous, Trey Jones, qui était le meneur de Wemby pendant 1 an et demi. On a obtenu Trey Jones, qui est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, tu le prolonges sur 3 ans. Au pire, tu le gardes et c'est de la compétence. C'est un peu pareil, c'est un meneur gestionnaire, Trey Jones, avec un peu plus de scoring, cela dit. En tout cas, c'était le potentiel, un peu plus que Tyus. Mais voilà, tu le sécurises pour 3 ans. Au pire, tu l'échangeras. Et si tu l'échanges pas, tu peux le faire jouer. Et il va un peu tenir la baraque, un peu de compétences avec des jeunes. Donc ça, c'est bien parce que Chicago, ça reconstruit totalement. Donc, on va lancer plein de jeunes. On va développer des jeunes. C'est bien d'avoir un vrai meneur gestionnaire pour ces jeunes-là. Et ce ne sera pas la débandade sur le terrain. Donc ça, j'aime bien. J'avoue que j'aime bien. Mais encore d'ailleurs, au passage, un mec qui était dans ma toute première All-Star Team d'ailleurs. Toute première. En 2021. À l'époque où il jouait pas du tout aux Spurs. Mais voilà, qui d'autre de qui on n'a pas encore parlé, Colin Gillespie, pas Gillespie, lui aussi je pense qu'il sera c'est un refrain en ce moment, je pense que moi j'aime beaucoup lui, il sera dans ma All-Star Team l'an prochain, mais non, un meneur arrière assez intelligent, même très intelligent je trouve, pas athlétique, mais Phoenix le re-signe pour 1 an à 2 millions. Donc voilà, Garrett Temple, je sais pas s'il faut en parler, re-signe aussi du côté de Toronto, d'accord. Kevin Looney aux Pelicans, on en a parlé ou pas? Oui, je crois qu'on en a parlé déjà, donc c'est bon. Sinon, on peut terminer par les Wolves qui pour l'instant, après Randle, après Nasrid, après tous ces contrats-là, ils ont aussi re-signé Joe Ingles à 3,5 millions sur 1 an. Et ça a été dit, c'est clairement une signature pour, grosso modo, pour les vestiaires. Donc voilà. Je pense que j'ai parlé de tout le monde. Laissez-moi vérifier si je crois que j'ai tout dit. Donc on va pouvoir conclure tranquillement ce premier podcast, sur le point du premier jour de la Free Agency 2025. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tour d'horizon, sans prétention et sans trop grands détails. Ah oui, non, pardon, finissons autrement. Finissons avec peut-être la liste des Free Agents qui sont encore disponibles. Donc on a... Alors, je mets pas Josh Giddey par exemple. C'est vrai que Josh Giddey, c'est pas pareil parce que c'est un contrat rookie, donc il est pas techniquement sur le marché, il est restrictif, donc je pense que Chicago va le prolonger. Pareil, Quentin Grimes aussi est sur le marché, mais contrat rookie ou pas lui d'ailleurs, je sais plus. Mais bref, les Sixers ont les droits, c'était aussi pour ça que ce move était très bon. Et ce qu'il faut comprendre sur Grimes, c'est que lui, il va demander un gros salaire. Donc ça, il n'y a pas de souci, moi je l'aime bien, moi je l'aime beaucoup. Depuis l'époque des Knicks en 2023, il fait une top année de 3&D connecteur, on avait beaucoup parlé à l'époque. Depuis, comme il était en fin de contrat, en 24 ils l'ont un peu bazardé, ils l'ont pas fait jouer, il a pas été bon, il a été envoyé à Détroit, voilà. Et puis 25 il a commencé à Dallas,
où il passait derrière certains mecs dans la rotation, je comprenais pas. Et enfin, il a été échangé aux Sixers parce que les Sixers ne voulaient pas payer que Caleb Martin vu qu'ils étaient nuls. Donc le propriétaire a dit bon, on ne veut pas payer la taxe, obtiens-nous Quentin Grimes. Et pourquoi je vous explique tout ça, c'est parce que il y a un avantage assez énorme avec Quentin Grimes, c'est que tu peux dépasser le cap en le prolongeant. Donc, je pense que, à moins que Grimes ne prenne qu'une offre à 35 millions l'année ou 30, ou à moins que quelqu'un vienne poser un trop gros contrat pour les Sixers, je pense que Grimes, l'idée, c'est que on fait tout notre marché, on fait tout ce qu'il faut, on fait nos courses, et à la fin, on prolongera Quentin Grimes. Je pense que c'est un peu l'idée et l'avantage de ce type de contrat. Donc voilà, Grimes est encore disponible. Cam Thomas d'ailleurs à Brooklyn, pas loin aussi, fin de contrat rookie, restrictif. Donc on verra qui met une grosse offre pour lui sur la table ou pas. Est-ce qu'il va rester à Brooklyn? Ça peut être intéressant. Et le dernier qui est restrictif également, c'est Kuminga. Kuminga, l'affaire est un peu plus compliquée. Kuminga, on a déjà parlé un peu hier dans le podcast sur LeBron James. On avait parlé en février, quand on parlait de Jimmy Butler, c'est un peu pour moi le point clé de la suite et la fin de la dynastie parce que t'es un peu obligé de le re-signer, je pense. Je pense que t'es un peu obligé de le re-signer, Kuminga. Et en plus, je pense que le compromis qui va être fait, c'est de le re-signer assez cher, mais sur un contrat court. Quelle est un peu l'utilité? C'est que tu lui donnes pas mal d'argent, comme ça ensuite tu peux l'utiliser comme cartouche dans un échange. Tu te crées un contrat à 20 ou 25 millions, il ne les mérite pas, mais 25 millions plus un first pick, tu peux obtenir un joueur de type, pas lui puisqu'il est parti, mais de type Cam Johnson. Et voilà, et ça c'est possible parce que tu as un peu surpayé Kuminga. Bref, j'en ai déjà parlé hier, je vais pas refaire le refrain. Donc soit ça, soit un sign and trade, voir si Miami est toujours intéressé, voir si Chicago est intéressé. Je ne sais pas, mais ça peut être une option. Et donc, disais-je, les vrais free agents restants, Miles Turner, mais qui, on s'attend à ce qu'il re-signe à Indiana. Al Horford, on parle de lui aux Warriors, ça pourrait être pas mal. Et je pense qu'en effet, on pourrait se diriger là-dessus. Pour le coup, les Warriors, ils ont encore un peu d'argent en mid-level ou en je sais pas quoi. Donc pourquoi pas Al Horford autour des... D'ailleurs, je sais pas la somme d'ailleurs, je ne sais pas. Mais pour pas cher, je pense que Al Horford, il lui reste peut-être 2 années, mais peut-être qu'une seule. Je pense qu'il adore Boston, mais ça peut être intéressant d'aller faire les role-players aux Warriors, quoi, où tu as une vraie chance de faire des choses, plutôt que de perdre une année à 38 ou 39 ans, je sais pas quel âge il a, de perdre un an à cet âge-là, c'est pas top, quoi, à Boston où il y a plus Tatum. Donc voilà, Al Horford sur le marché et Golden State est intéressé. Mo Wagner aussi. Mo Wagner sur le marché, je crois que Orlando a refusé ses droits. Il n'est pas restrictif, donc Mo Wagner pourrait bouger de Orlando. Jackson Hayes aussi, mais bon, qu'est-ce qu'on fait avec Jackson Hayes? Mamou, du côté des Spurs, Mamou Kalashvili est disponible. Donc là, c'était pour les pivots, les meneurs. Je peux parler des meneurs. Schroeder, on en parle de lui à Sacramento d'ailleurs. Schroeder, donc plus à Détroit. Westbrook aussi. Westbrook du côté de Détroit ou du côté des Knicks. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas parlé, mais Clarkson a été racheté et parti aux Knicks. Voilà, bon, c'est pas grave si j'en ai pas parlé, je pense, mais voilà. Clarkson aux Knicks et pourquoi pas Westbrook disponible. Brogdon, on l'a dit, disponible également pour une mid-level. Je pense que ce sera ce tarif. Chris Paul aussi. Chris Paul, c'est un minimum. Chris Paul, ce sera soit Los Angeles, on sait qu'il veut jouer là-bas. Chris Paul, j'avoue que je le suspecte un tout petit peu d'attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec LeBron. Parce que lui, il a dit qu'il préférait être à Los Angeles, Chris Paul, à cause de la famille, etc. Et on peut le comprendre, avec les enfants à l'école ou ce genre de choses. Bref, donc il veut être à Los Angeles. Pourquoi pas, si LeBron reste aux Lakers, jouer enfin avec LeBron. Et si les Lakers sont intéressés, mais un contrat minimum, donc ce sera pas de suite. Un contrat minimum, on fera ça à la fin de la free agency, je pense. Donc voilà, les arrières, donc Grimes et Cam Thomas restrictifs. Duncan Robinson, on l'a dit, disponible sur le marché, qui peut être intéressant. Tim Hardaway Jr. aussi, c'est vrai. Tim Hardaway Jr. de Détroit qui est disponible. En poste 3, Amir Coffey, que j'aime beaucoup, moi. En 3&D, pas trop cher, ça peut être cool. Torrey Craig aussi et Lamar Stevens, encore un joueur de mes All Hipster Team, Lamar Stevens. Et en poste 4, Yabusele d'ailleurs. Yabusele, on ne sait pas trop. Il y a eu des rumeurs il y a 2-3 jours. Ah oui, il a acheté une maison aux Sixers, enfin à Philadelphie. Donc ça pourrait laisser croire qu'il va rester aux Sixers. Et finalement, les Sixers se préparent à perdre Yabusele, qui pourrait être tenté d'aller aux Spurs, peut-être pour Wemby ou voilà. Donc voilà, on parle de Yabusele aux Spurs. Chris Boucher aussi sur le marché, l'ancien de Toronto, le pivot qui shoot un peu. Trey Lyles aussi. Larry Nance, qui est peut-être le bon coup à faire. Larry Nance qui va pas coûter très cher. Donc voilà pour les available. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont available et que j'ai manqué? Non, je ne crois pas. Marvin Bagley, bon.
Ok, il est disponible, mais pour faire quoi? Gary Payton, c'est vrai, Gary Payton pour un petit minimum quelque part, ça peut être bien. Gary Harris, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Achua et Unrestricted Free Agent du côté des Knicks, donc un espèce de poste 4 switch all, ça peut être cool. Treman, oui c'est vrai que j'en ai pas parlé. Treman, Charlotte a abandonné Treman en tout cas, ils ne lui ont pas donné la qualifying offer. Bref, il ne sera pas restrictif. C'est-à-dire que Charlotte n'aura pas les droits pour s'aligner sur toute offre faite à Treman. Un peu dommage, mais peut-être que c'est aussi pour, je ne sais pas, peut-être un move financier pour dire si on ne lui donne pas la qualifying offer, s'il n'est pas restrictif, ça veut dire qu'il n'y a pas la somme, il n'y a pas son cap hold qui compte dans le cap. Bref, je ne sais pas s'ils vont le laisser partir ou juste le re-signer, mais plus tard. Donc Treman, moi je suis pas fan du tout du joueur de base, mais là où c'est étonnant, c'est que c'était un peu le seul rayon de soleil de Charlotte l'an passé. Donc un peu étonné, je dois dire. Et puis voilà, Tristan Thompson, Patty Mills, James Johnson, je pense qu'on arrive un peu au bout. Seth Curry, Taj Gibson, Kyle Lowry aussi, mais je pense que Lowry va revenir aux Sixers avec Nick Nurse, hein, ça presque je mettrai ma main à couper, presque en tout cas. Dante Exum, c'est vrai, il est pas mal, Dante Exum il est disponible encore. Monte Morris, également disponible, lui qui était à Phoenix avant ça, Cameron Payne aussi, Jake Crowder, je sais plus quoi en penser. C'est un mec qui était titulaire d'une équipe à 60 victoires il y a 2 ans. Il s'est brouillé avec les Suns, donc il n'a pas joué. Ensuite, il a été envoyé à Milwaukee. Ensuite, il est parti aux Kings. Enfin bref, je sais pas ce qu'il en est. Il commence à se faire vieux, mais bon, un peu dommage qu'on ait perdu un peu comme ça d'un coup notre ami Jake Crowder qui était assez utile. Horton Tucker, McLaughlin, Bol, bon, on arrive à la fin quand même. On arrive vraiment à la fin. Vlatko Kancher malheureusement est blessé, l'ancien de Denver. Delano Banton, Caleb Houston. Oui, Caleb Houston a été ne sera pas restrictif. Orlando a abandonné ses droits également, lui aussi. Donc Caleb Houston, moi j'aime bien. Je sais pas si vous connaissez Caleb Houston, un espèce d'ailier défensif. J'aime pas mal. Jericho Sims, Lonnie Walker. Tiens, c'est vrai que Lonnie Walker n'a pas été conservé par les Sixers, donc il est sur le marché. Josh Minot, et c'est Josh Minot, j'aime bien, peut-être on peut finir sur ce nom, Josh Minot, que on avait parlé avec Azad, il a fait un top match contre Boston en janvier dernier. Non mais assez intéressant, un jeune assez intéressant je trouve, qui peut ne pas coûter cher, donc voilà. Allez, on s'arrête là. C'est peut-être plus raisonnable de s'arrêter là. Voici pour ce récap de la première journée de la Free Agency 2025. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, petit point sans trop de prétention, hein, comme dit sur cette situation. Bon, c'est pas non plus des cas où il y avait moyen de faire 20 minutes ou 1 heure sur chaque cas, vous l'aurez compris. Mais voilà, ça fait un petit tour d'horizon de tout ce qui s'est passé. C'est vrai que Rockets, je pense qu'on peut dire qu'ils sont déjà un peu gagnants de l'intersaison, surtout d'un point de vue financier, où ils ont fait beaucoup de moves sans trop s'handicaper, donc ça c'est quand même assez cool. Mais ouais, assez étonnant côté Lakers à surveiller, parce que même s'ils font Ayton, et moi j'aimerais bien qu'ils fassent Ayton, bah, la perte d'un 3&D, la perte d'un vrai joueur à 30 minutes de jeu par match en playoff, c'est pas rien. Et c'est vrai que bon, on s'est un peu amusé hein, hier avec le podcast sur LeBron James, mais je l'ai même pas dit, j'ai même pas pensé à le dire hier. C'est un peu bizarre de la manière dont les Lakers ont l'air de le formuler aussi, parce que certes il faut jouer le futur avec Doncic, mais c'est pas comme s'il te permettait pas de jouer le court terme également, quoi. Donc voilà, un peu étonnant tout ceci. À surveiller, ce sera un peu le feuilleton hein, de cette année, de toute façon, un peu la Free Agency 2026 en ligne de mire. Donc il n'y aura pas Jaren Jackson, mais il y aura peut-être De'Aaron Fox, il y aura peut-être du Doncic, du Trae Young, sauf si Trae Young prolonge là en voyant les bons moves qui sont faits par Atlanta, je ne sais pas. On verra ça l'été prochain. Donc nous de notre côté, on se retrouve bientôt. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est l'actu qui le veut. Est-ce qu'on aura le temps de parler des Pelicans? Est-ce qu'on aura le temps ou est-ce que demain on se retrouve pour une deuxième journée, un deuxième récap de la journée de Free Agency? Je ne sais pas, en tout cas on se retrouve bientôt bien entendu. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien comme d'habitude, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.